Ici Sophie-André Blondin, voici les années-lumière. Quatre personnes s'apprêtent à s'embarquer dans une mission commerciale loin, très loin de la Terre, 3 fois plus loin que ne l'est la Station spatiale internationale. Publicité, commandite, philanthropie. Est-ce que la science sera aussi à bord pour cette initiative privée? C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette session, cette saison des Années-Lumière. 30 ans bientôt, cette émission des Années-Lumière. On va souligner tout ça. Bien sûr, on vous tient au courant pendant l'automne, mais c'est un plaisir de retrouver l'équipe en studio. Bonjour tout le monde. Bonjour, Sophie. Gino Harel, Oui. comment est-ce que le corps réagit aux radiations, aux autres conditions en espace beaucoup plus loin que la station spatiale? On se pose la question. Oui, et un groupe de 4 astronautes nouvellement formés pour une mission spatiale toute privée devrait nous permettre d'en apprendre un peu plus là-dessus. Ils sont sur le point de s'envoler à bord d'une capsule Dragon de SpaceX. C'est la mission Polaris Dawn dont je vais vous parler. L'équipe devrait se rendre jusqu'à 1400 km d'altitude, là où il y a beaucoup de radiation, justement. Effectivement. On a de voir ce que ça va faire sur leur corps. Jean-François Boutillette, Oui. Des souris et des zèbres cette semaine. Presque des protéines, double ration d'ARN messager aussi. Alors, on découvre où chercher un médicament contre le diabète. Ça, c'est grâce aux souris. On veut s'inspirer du poisson zèbre pour faire repousser nos neurones abîmés. Et puis, je vous parle d'un vaccin contre le cancer. On a gardé de la place dans l'émission pour les fourmis et les moustiques aussi, puisqu'on parle d'insectes, entre autres, et les abeilles, les mouches à fruits, des exemples d'insectes qui, en arrivant dans les grandes villes, peuvent devenir assez envahissantes. Alexandre Touchette, il y a des solutions technologiques qui sont mises de l'avant pour limiter les empêtrements de baleines dans les cordages. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. La preuve, c'est qu'il y a plus de 450 000 kilos de crabes des neiges qui ont été récoltés en Atlantique avec ces équipements là, dans le cadre de projets de recherche. Donc, des casiers sans cordage qui ne sont pas reliés à des bouées à la surface. Ça vise à protéger spécifiquement la baleine noire de l'Atlantique Nord, qui, on le sait, est en voie de disparition. Donc, je vais vous parler d'un projet de recherche qui permet à des pêcheurs de tester comment ces équipements résistent aux marées et aux courants qui sont très importants dans la baie de Fundy. Et puis l'été n'est pas fini, les Olympiques non plus. Non, il y a les Jeux paralympiques qui vont commencer mercredi. On va avoir la visite bientôt d'un ingénieur biomécanique dont les travaux contribuent à améliorer les performances des athlètes en paranatation. Mais on commence cette émission avec un sujet qui défraie encore une fois la manchette, Mpox. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché la semaine dernière son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie du virus Mpox. Mpox, formerly known as monkeypox, is a viral The infection. WHO saying Mpox is not the new COVID, even though A virulent strain of Mpox across Africa has Oui, ce caused virus alarm Mpox qu'on appelait auparavant variole simienne ou variole du singe s'est invité à nouveau dans les actualités. Ça avait été le cas en 2022 avec une première épidémie hors Afrique alors que la maladie avait touché de façon plus aiguë les hommes qui avaient des relations homosexuels. Les extraits qu'on vient d'entendre, ça date du 14 août dernier alors que l'Organisation mondiale de la santé a de nouveau déclaré donc une urgence de santé publique de portée internationale parce qu'il y a une flambée de la maladie en République démocratique du Congo, dans un nombre d'ailleurs croissant de pays aussi en Afrique. Les deux épidémies 2022-2024 ont beaucoup en commun, mais elles sont aussi différentes. Vous allez le constater au fil des premières minutes et surtout, plusieurs épidémiologistes et observateurs disent qu'elles auraient pu être évitées. J'en ai discuté plus tôt cette semaine avec Camille Bezombe. Elle est médecin infectiologue et épidémiologiste. Elle est spécialiste en maladies infectieuses émergentes. Bonjour, Madame Bezombe. Bonjour. Alors, pour bien comprendre l'épidémie qui se déroule actuellement, pour la différencier de celle qui a eu lieu en 2022, on va revenir un peu en arrière avec vous. On veut comprendre l'évolution de cette maladie historiquement confinée géographiquement. Quels sont les moments charnières de l'histoire de Mpox? Oui, effectivement, c'est intéressant. Peut-être dans les moments charnières, on peut revenir 1970, la date où on a identifié le premier cas humain chez un enfant en République démocratique du Congo. C'était dans le cadre des campagnes de vaccination d'éradication de la variole. Et puis ensuite, on peut retenir que c'est une maladie qui a évolué à bas bruit, qui a touché plusieurs pays en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, mais qui faisait souvent quelques cas autour d'une transmission donc zoonotique de l'animal à l'humain, et puis qui s'éteignait toute seule ou grâce à l'isolement des patients, mais qui ne dépassait jamais le cadre de la famille ou du village. Et puis, il y a eu des épidémies un peu plus grandes en RDC en 1996, et puis surtout, il y a eu 2003, où il y a des cas de Mpox qui ont été déclarés chez des enfants aux États-Unis,
de façon assez surprenante. C'était des formes modérées, mais c'était en lien en fait avec des animaux de compagnie. C'est-à-dire que les enfants étaient en contact avec des chiens de prairie qui eux-mêmes avaient été contaminés par des rats de Gambie qui provenaient du Ghana, dans des animaleries aux États-Unis. Et puis surtout, il y a eu 2017 et l'épidémie au Nigeria, une épidémie qui a marqué un tournant épidémiologique, puisque jusque-là, c'était plutôt des enfants dans des zones forestières et dans des villages qui étaient atteints. Et là, on se retrouvait avec une épidémie qui atteignait des hommes jeunes, des hommes adultes, et dans des zones urbaines du Nigeria, avec des lésions génitales. Donc vraiment, ça marquait un tournant épidémiologique. Et c'est à partir de cette épidémie du Nigeria que le Mpox s'est répandu dans le reste du monde en 2022, dans la communauté homosexuelle principalement, et a causé cette épidémie et l'urgence de santé publique de portée internationale. Donc ça, c'était aussi un moment marquant. Et quand on dit Mpox, en fait, il y a deux types, il y a deux clades, deux variantes du virus. Alors effectivement, en fait, c'est un même virus, le virus monkeypox, qui est de la même famille que le virus de la variole. Et au sein de ce virus, il y a deux clades. Et ce n'est pas des variants, c'est des clades, c'est-à-dire il y a les mêmes antigènes, il y a la même immunisation, mais simplement c'est deux souches différentes. Là, on est donc dans deux clades. Le clade 1 qui est en Afrique centrale principalement, et le clade 2 qui est en Afrique de l'Ouest principalement. Et le clade 1 a toujours été connu pour être plus létal, c'est-à-dire que parmi les personnes atteintes, il y avait une létalité plus importante, autour de 3 à 9% en Afrique centrale. Et puis le clade 2, lui, il a plutôt une létalité qui était connue aux alentours de 1% et qui, même lors de l'épidémie de 2022, s'est révélée être de 0,1%. Donc effectivement, c'est deux clades qui ont une pathogénicité, une létalité un peu différente. Et en 2022, vous le soulignez, c'était le clade 2 à l'origine de l'épidémie. Aujourd'hui, on parle plutôt du clade 1 qu'on retrouvait historiquement donc en Afrique centrale. Ce qu'on constate et en 2022 et aujourd'hui en 2024, c'est que la dynamique de transmission du virus a changé. Il s'est passé quelque chose. Alors effectivement, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire depuis plusieurs années, depuis les années même 1990, il y a une augmentation progressive du nombre de cas de Mpox en Afrique centrale. C'est-à-dire que chaque année, on trouve un peu plus de cas. Donc déjà, on sentait qu'il se passait quelque chose. Après, c'est difficile de dire parce qu'il y a aussi une amélioration de la surveillance qui fait qu'on notifie plus de cas. Une augmentation, par exemple, de la formation des médecins ou des capacités de dépistage. Mais depuis l'année dernière, donc depuis septembre 2023, ce qui se passe en RDC et notamment au Kivu, donc à l'est de la RDC, c'est quelque chose de complètement nouveau. D'une part parce qu'au Kivu, jusque-là, il n'y avait pas de cas de Mpox ou très peu. C'était une zone qui n'était pas beaucoup touchée. La majorité des cas étaient plutôt dans l'équateur, donc plutôt à l'ouest de la RDC. Et deuxièmement, parce qu'il y a un nombre de cas déclarés qui est bien supérieur. C'est-à-dire qu'en une année, et dans la dernière année, on avait 14 000 cas déclarés par rapport aux autres années où on était plutôt à une moyenne de 4 000 cas suspects de Mpox. Donc on voyait qu'il se passait quelque chose, une vraie augmentation. Et quand on parle de changement dans la transmission, dans la dynamique de transmission du virus, c'est qu'il y a aussi une mutation qui est arrivée des clades qui étaient connues. On parle de la mutation 1B. Est-ce qu'on peut parler de nouvelles propriétés de cette mutation qui font que ça change le patron de propagation? Ou est-ce que la mutation, elle a pu survenir parce que, justement, le virus s'est mis à circuler dans des nouveaux environnements? Ça, c'est un peu compliqué à dire, effectivement, pour l'instant. Mais ce qu'on voit, c'est que le changement récent au Kivu, donc cette majoration du nombre de cas, elle est en lien avec une transformation des modes de transmission. C'est-à-dire qu'avant, on était, comme je vous le disais, plutôt dans une transmission zoonotique, de l'animal à l'humain. Et c'est toujours le cas dans le reste de la République démocratique du Congo, ça c'est important de le dire, on est toujours dans une transmission plutôt zoonotique. Mais au Kivu, depuis septembre 2023, ça s'est transformé en une transmission particulièrement interhumaine, notamment par contact sexuel dans des réseaux de prostitution. Et effectivement, on a mis en évidence en décembre 2023 que depuis septembre circulait un nouveau clade, donc le clade 1B, qui présente, on va dire, une petite mutation qui le différencie du clade 1 standard et qui montre qu'il résulte d'une transmission interhumaine qui s'installe, on va dire. Donc effectivement, c'est compliqué de dire si c'est l'apparition du clade 1B qui fait l'épidémie, ou en fait c'est lié, d'accord ? Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est vraiment un changement du mode de transmission. Et pour l'instant, on ne sait pas si ce clade 1B
est plus transmissible. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent comme ça? Non, pour l'instant, on sait que le mode de transmission a changé, donc forcément l'épidémie s'accélère, puisque quand le virus qui habituellement restait limité à la famille se transmet dans des réseaux de prostitution, vous voyez bien qu'il y a un risque de transmission beaucoup plus élevé. Mais ce n'est pas forcément en lien avec des caractéristiques du nouveau clade. Et quand on parle de mutation, on a beaucoup entendu parler de mutation, Camille Bezombe, pendant la pandémie de COVID. Ce coronavirus, à l'époque, était un virus à ARN. Ça mute beaucoup. Il y a beaucoup de variants. Le Mpox dont on parle en ce moment, c'est un poxvirus. Vous l'avez dit, c'est de la famille de la variole. Et c'est un virus à ADN. Ce sont des virus qui sont plutôt stables. Ça mute peu. D'un point de vue épidémiologique, qu'est-ce qu'on peut isolés comme facteurs qui ont pu contribuer à l'évolution de la maladie à ce moment-là? En fait, on est dans un contexte où les populations au niveau mondial sont, je vous l'ai dit, le Mpox, c'est un virus cousin du virus de la variole. Et en fait, jusqu'ici, les populations avaient une forme d'immunité à la variole, puisqu'il y avait les personnes âgées qui avaient soit fait une variole dans l'enfance, soit qui avaient été vaccinées. Sauf que maintenant, depuis la fin de la vaccination dans les années 80, les personnes de moins de 40 ans ne sont plus vaccinées contre la variole. Donc ça fait toute une population qui est susceptible de faire la maladie. Ça, c'est déjà une chose importante. Ensuite, il y a ce nouveau mode de transmission qui fait que ça touche beaucoup plus de personnes. Et puis après, cette épidémie, cette flambée épidémique actuelle, elle arrive au Kivu, qui est une zone très particulière, puisque c'est une zone qui est en guerre civile depuis 2004, donc avec beaucoup de personnes déplacées, des personnes qui vivent en camp de réfugiés, qui parfois ont des déplacements rapides en transfrontalier dans les pays de la zone, et on le verra, ça a une importance. Deuxièmement, c'est une zone d'exploitation minière et forestière ancienne, Kamituga, là où il y a eu le premier cas identifié de clade 1B chez un barman. C'est une des plus grandes villes minières de République démocratique du Congo. Et donc, ces zones d'exploitation minière et forestière, elles sont caractérisées par une déforestation. Donc, il y a certains animaux qui disparaissent, d'autres animaux qui sont plus opportunistes, c'est-à-dire qui sont capables de s'adapter à la vie des humains, on va dire, qui sont anthropophiles, qui aiment la vie des humains, eux vont proliférer, comme les petits rongeurs ou comme des moustiques. De plus, ces environnements, quand on est dans une zone minière et forestière, il y a un grand déplacement de travailleurs, puisqu'on a besoin d'une force de travail sur place. La plupart du temps, ce sont des hommes qui viennent ici, seuls, loin de leur famille, et vous le comprenez, c'est ce qui peut engendrer aussi une recrudescence de prostitution dans ces zones-là. De plus, ce sont des populations dans une grande pauvreté. Donc d'une part, la pauvreté, elle induit parfois le fait de devoir manger des rongeurs quand il n'y a rien d'autre à manger. Donc ça a pu favoriser la première transmission de l'animal à l'humain du Mpox dans la zone. Et puis derrière, cette pauvreté, elle induit cette prostitution qui fait qu'au Kivu, ça a pu favoriser cette transmission interhumaine. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est une zone où il y a beaucoup de transferts transfrontaliers, à la fois des personnes réfugiées qui fuient la guerre et qui vont d'un pays à l'autre, et à la fois des camionneurs, par exemple, qui emmènent les richesses extraites, que ce soit du bois ou des minerais, dans les pays de la zone, et qui peuvent également amener le virus. Ce qu'on comprend à vous entendre, Camille Bezombe, c'est que ça prend bien sûr un virus pour déclencher une épidémie, mais l'accélérateur de la propagation, c'est souvent davantage causé par des problèmes d'ordre humain que biologique. En fait, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas le virus en lui-même qui pose problème. Ce virus, il est là depuis longtemps, mais c'est les activités humaines qui favorisent ces épidémies. Et effectivement, si on revient dans l'histoire des épidémies, on a eu la même situation avec le virus du sida, qui était depuis les années 1920 dans des forêts d'Afrique centrale, et puis qui, avec la déforestation, la construction de voies ferrées dans ces zones-là, a induit la diffusion du virus dans le reste du monde. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Pour ce qui est du risque pandémique avec le Mpox, pour l'instant, donc, il y a un cas qui a été confirmé en Suède, en provenance d'Afrique, et également un cas qui vient d'être confirmé en Thaïlande avec le clade 1B. Donc, on est à 2 cas dans le monde. On est dans un risque qui est quand même assez limité que l'épidémie se transforme en réelle pandémie et très rapidement, puisqu'on est avec une maladie qui se transmet déjà avec une incubation longue, qui a des symptômes importants, une maladie où on peut, comme c'est le cas là en Suède ou en Thaïlande, isoler la personne malade, la prendre en charge, isoler tous ses contacts et essayer de les vacciner en préventif pour limiter la transmission.
Donc, dans les pays occidentaux, il y a des capacités, on va dire, de dépistage et de prise en charge de contact tracing dont on a parlé avec le Covid, qui permettent d'imaginer qu'on arrivera à contrôler l'épidémie. Après, on ne sait jamais comment une épidémie se présente. Par contre, là, vraiment, ce qu'on attend, c'est de savoir le nombre de cas qui apparaissent à l'international dans les jours qui arrivent et surtout quel profil des personnes. C'est-à-dire que si à nouveau ça repart dans la communauté homosexuelle, on a un peu peur parce que ça peut aller plus vite, mais à la fois on a moins peur parce qu'ils ont déjà été vaccinés. Si c'est plutôt dans une communauté hétérosexuelle, là c'est quelque chose d'un peu plus inconnu. Donc tout va dépendre un peu des cas qui arrivent. Et puis le problème avec la Mpox, c'est que les temps d'incubation sont assez longs. Donc ça peut être que dans 15 jours qu'arrivent d'un coup plein de cas. Donc c'est un peu ça qu'on doit surveiller. N'empêche que c'est un peu une histoire qui se répète, une forme d'aveuglement à ce qui se passe réellement pendant plusieurs années sur un continent comme l'Afrique et qui, quand ça arrive dans le reste du monde, commence à intéresser la communauté mondiale. C'est pas la première fois qu'une histoire comme ça se déroule. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup. Camille Bezombe, elle est médecin infectiologue, elle est épidémiologiste spécialiste en maladies tropicales, chercheuse à Sciences Po. Elle fait partie de ce comité d'experts international de l'OMS sur le Mpox. Est-ce que vous feriez l'amour avec un robot? Simon Dubé a étudié les réponses à cette question et c'est une question qui soulève une nouvelle réalité parce que nos vies sexuelles, nos vies amoureuses se déroulent déjà en partie dans un monde d'algorithmes, d'intelligence artificielle, d'identité robotisée à l'occasion. Quelle place pour la technologie dans nos lits? C'est un des thèmes abordés dans un colloque scientifique consacré au sujet de l'amour, du sexe et des robots. On en discute avec Simon Dubé plus tard dans l'émission. So again, we'll go up to 1,400 kilometers. This is the farthest humans have traveled since the last time humans walked on the moon more than 50 years ago. And two of my crew members, Sarah and Anna, will be the women who have traveled. C'était lundi, le milliardaire américain Jared Isaacman présentait dans un point de presse diffusé sur X la mission spatiale privée Polaris Dawn. Ça va être la deuxième mission de cet homme d'affaires philanthrope à bord d'un vaisseau de SpaceX. Et avec son équipage, ils vont atteindre, comme il le disait, une altitude de 1400 km. C'est une distance où jamais personne ne s'est rendu depuis les missions Apollo. Lancement prévu donc cette semaine. Gino, tout d'abord, la mission privée Polaris Dawn, c'est quoi au juste? Alors, Polaris Dawn, ou À l'aube de l'étoile polaire en français, c'est la première de 3 missions prévues dans les prochaines années dans le cadre du programme Polaris. Jared Isaacman, qui a une formation de pilote d'avion, est engagé dans ce programme, mais SpaceX aussi. Le lancement de Bosphère sur une fusée Falcon 9 de SpaceX. Les 4 astronautes seront à bord de la capsule Dragon de SpaceX et puis les combinaisons spatiales sont aussi de SpaceX. Les 4 astronautes, on sait qui ils sont? Oui, Jared Isaacman sera le commandant de mission. Il y aura aussi l'ancien pilote militaire Scott Poteet et il y aura 2 femmes aussi, ingénieures de SpaceX, Sarah Gillis et Anna Menon. Ces 4 personnes, donc, ont bien eu le temps de se connaître grâce à un programme de 2 ans d'entraînement, dont 2000 heures dans un simulateur. Leur mission doit durer 5 jours, ce qui est 2 de plus que l'autre mission à laquelle avait participé Jared Isaacman, Inspiration 4, en 2021. Et on a quelle sorte d'objectif pour cette mission-là? Alors, d'abord, voler très haut. On l'entendait un peu tout à l'heure. Au tout début de la mission, la trajectoire de la capsule va suivre une orbite qui va atteindre les 1400 km d'altitude. C'est 3 fois plus que l'orbite de la Station spatiale internationale qui se trouve à environ 400 km de la surface de la Terre. Si on exclut les missions Apollo, dont l'objectif était la Lune à l'époque, beaucoup plus lointaine, si ça fonctionne, ce vol en orbite terrestre serait le plus haut jamais réalisé. L'équipage sera d'ailleurs transporté dans ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen. Ce sont des zones de notre magnétosphère très chargées en radiation. Selon Jonathan McDowell, astronome au Centre d'astrophysique Harvard et Smithsonian, les radiations les plus intenses se trouvent surtout entre 800 et 3000 km. On trouve plusieurs satellites dans ces régions, mais peu d'humains s'y sont aventurés. Jonathan McDowell remet ici en contexte le défi que se propose de relever la mission Polaris Dawn en haute altitude dans cette fameuse région des ceintures de Van Allen. On a fait des vols avec les vaisseaux Apollo vers la Lune où on a traversé cette région très, très vite. Mais c'est depuis 1966 qu'on avait une astronaute passer beaucoup de temps à ces altitudes. Sur le vol Gemini 11, Gemini 11,
on a allé jusqu'à 1370 kilomètres. Et cette fois, Polaris Dawn va aller jusqu'à 1400 kilomètres, juste un peu plus que Gemini pour avoir le record. Et alors, on a beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que c'est les niveaux de radiation que les astronautes vont subir? Et NASA prend avantage de cette mission pour apprendre ça pour leur future mission. On va jusqu'à 1400 juste pour battre le Oui. record, hein, c'est important. Donc, Gino, la NASA est impliquée dans cette mission Polaris Dawn. Ben oui, les gens de la NASA font partie des partenaires de recherche. Ils doivent notamment prendre des mesures des radiations environnantes durant la mission et équiper l'équipage de dosimètres pour observer à quel point les astronautes y sont exposés. Lors de cette mission aura lieu aussi la première sortie dans l'espace réalisée par une entreprise privée. 2 des astronautes, dont Jared Isaacman, iront à l'extérieur de la capsule pendant 15 à 20 minutes, tout en restant reliés cependant par des cordons d'alimentation en oxygène et en se tenant à des rampes. Ça se passera plus bas, ça, à 700 km d'altitude. Il faudra d'abord dépressuriser la cabine pour la préparer au vide de l'espace, puis ouvrir l'écoutille d'accès. Et tout ça, c'est un défi technique en soi. D'ailleurs, on mettra aussi à l'essai une toute nouvelle combinaison spatiale de SpaceX pour ce genre de sortie extravéhiculaire. Et puis, cette mission doit aussi servir à tester un système de communication par laser avec le réseau des satellites de Starlink. Et si on a choisi de vous en parler cette semaine, c'est qu'il y a aussi des projets de science qui vont être menés un peu en marge de cette mission. Voilà, une quarantaine et surtout portant sur la santé humaine. En voici quelques-uns. D'abord, vous vous souvenez peut-être de ces scientifiques qui avaient produit une série d'articles dans Nature en juin dernier au sujet d'un nouvel atlas sur les effets des voyages spatiaux sur le corps humain. Notre collègue Alexandre en avait parlé à l'émission de toutes ces données accumulées sur les génomes, le protéome, les microbiomes et j'en passe, de divers touristes de l'espace. Eh bien, Polaris Dawn va fournir du nouveau contenu à cette grande base de données. Et j'en ai discuté avec une des chercheuses dans ce projet, Elia Overby, qui est professeure de bioastronautique à l'Université de Austin, au Texas. What we're really excited about with this mission is we have a repeat flyer. On est très emballés parce qu'on aura un astronaute qui en sera à sa 2e mission. Jared Isaacman faisait partie de la mission Inspiration 4 qui a duré 3 jours. Bien sûr, son corps a pu se réadapter à l'environnement terrestre depuis. On pourrait maintenant observer l'effet que ce nouveau vol aura sur lui. Les radiations de l'espace pourraient entrer en ligne de compte. C'est la première fois qu'on pourra étudier ce phénomène aussi loin dans l'espace. Même les missions Apollo n'avaient pas permis de se pencher sur ces enjeux de cette façon. Aussi, cette nouvelle mission durera 5 jours plutôt que 3. On voudra donc voir si le contexte de ce vol spatial avec les radiations provoquera des changements dans le génome ou dans l'expression de certains gènes. Vous avez parlé, Gino, de cette banque de données sur les effets des vols en orbite sur le corps des gens qui y sont. Je me souviens que dans le reportage d'Alexandre en juin, on parlait de perte de masse musculaire, de perte osseuse, on avait déjà parlé de problèmes oculaires aussi dans l'espace. Oui, et la santé des yeux sera d'ailleurs au cœur de plusieurs projets de recherche de Polaris Dawn. J'ai pas pu parler aux scientifiques concernés, mais je sais que ça tourne autour d'un problème appelé le syndrome neuro-oculaire lié aux vols spatiaux, ou par son acronyme SANS, S-A-N-S. Ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à ce problème des yeux. À ce sujet, j'ai contacté un autre chercheur, le professeur Santiago Costantino, à l'Université de Montréal. Il se spécialise dans le développement de technologies pour les maladies de l'œil à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il suit présentement une cohorte de 13 astronautes qui auront visité la Station spatiale internationale pendant 6 mois. Il nous parle ici des symptômes de ce syndrome SANS. Pour cette maladie, il y a quelques symptômes. Le plus facile à voir, c'est que l'œil se déforme un peu. Il y a aussi une gonflure dans la tête du nerf optique. Il y a des problèmes dans la rétine. Donc, il y a une perte de vision dans quelques cas qui est souvent réversible, pas toujours, et qui est très fréquent chez les astronautes. Ce que nous avons proposé à la NASA et à l'Agence spatiale canadienne, c'est une étude qui mesure des propriétés mécaniques de l'œil pour voir si cette mesure nous permet de prédire la sévérité de la maladie chez les astronautes. Donc, nous avons un petit laboratoire à Houston où on fait des mesures sur des astronautes avant qu'ils décollent pour leur voyage à la station spatiale et on remesure ces propriétés lors de leur retour quand ils reviennent à Terre.
Alors, avec ses collègues, Santiago Costantino mesure la rigidité oculaire en scrutant le blanc de l'œil. Ils en filment l'intérieur, ils prennent la pression oculaire aussi. Il reste encore 1 an et demi à leur étude qui vise à déterminer si les astronautes avec une structure oculaire plus rigide pourraient être moins susceptibles de développer le fameux syndrome. Ah. Les résultats feront éventuellement l'objet de publications scientifiques. Quant au projet de recherche proposé par la mission Polaris Dawn sur ce phénomène appelé, je le rappelle, SENS, Santiago Costantino, lui, doute un peu de leur utilité. Désolé d'être un peu sceptique par rapport à tout ça, mais je ne pense pas que ça va donner grand-chose. D'une part, c'est très, très court. Donc, pour que les effets de sens soient importants, 5 jours, c'est pas assez. Donc, ce qu'ils vont pouvoir mesurer, c'est quelques changements de court terme dans, par exemple, la pression intraoculaire. Mais c'est pas qu'on ne connaît rien sur la pression intraoculaire en orbite. On mesure ça et on a mesuré ça durant des années, des années, des années. Donc, peut-être pas de mesures en continu, donc, mais ils vont pouvoir découvrir que de temps en temps, il y a je sais pas, un pic de pression ou quelque chose comme ça. C'est des techniques qui, évidemment, viennent avec une belle technologie derrière, comme avoir une lens de contact qui mesure ça, j'imagine, en temps réel durant quelques temps. Je ne pense pas qu'il va ça être porté durant le long voyage, je ne sais pas. Et ces verres de contact très sophistiqués faisaient effectivement partie de la présentation de l'émission, mais je n'ai pas plus de détails non plus, puisque je n'ai pas pu retracer les chercheurs concernés. Justement, ce scepticisme là, qui est exprimé par le professeur Costantino, ça pose aussi une question. Est-ce que tout ça, ça va servir au voyage des touristes de l'espace de courte durée ou éventuellement, toutes ces informations-là, ça peut servir aux missions plus longues, plus lointaines, comme celles qu'on prévoit vers Mars éventuellement? Mais là-dessus, la chercheuse Elia Overby me disait, en gros, on fait nos recherches avec ce qu'on peut avoir du secteur privé. Plus ils iront loin et longtemps, plus nos bases de données en profiteront. Jonathan McDowell, lui, voit certainement une utilité dans cette nouvelle mission commerciale Polaris Dawn. Je crois que c'est utile. On va joindre l'expérience de les missions de très longue durée sur la station spatiale, 6 mois, 1 année, avec les missions brèves comme Polaris Dawn, qui nous donnent des données sur ces conditions différentes. Mais aussi, ça va élever la capacité des entreprises privées pour mener des missions compliquées. Et alors, c'est encore une étape dans la transition d'un spatial qui était la plupart gouvernemental jusqu'à un spatial qui sera la plupart commercial. Ce que vous dites, dans le fond, c'est que la NASA et les agences spatiales à travers le monde ont toujours poussé leurs limites plus loin. Et c'est un peu au tour maintenant du secteur privé de faire la même chose, de pousser les limites de ce que le secteur privé peut faire. C'est tout à fait ça. Et pour moi, je crois que le NASA, c'est pour pousser les limites. L'orbite de la Terre n'est plus la limite. Alors, c'est le temps pour les entreprises privées de prendre cette région pour eux-mêmes. Et c'est vrai qu'avec la fin éventuelle de la station spatiale, ce territoire d'exploration plus proche de la Terre deviendra le terrain de jeu du secteur privé. Et parfois, ce sera sous forme de laboratoire. Eh oui. Merci, Gino. Sur ICI Radio-Canada Première, vous écoutez Les Années-Lumière, votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Jean-François, il y a une découverte qui a retenu votre attention cette semaine. Ça se passe dans le laboratoire de Montréal et on vient de comprendre un peu mieux ce qui se passe quand une personne développe une résistance à l'insuline, autrement dit un diabète de type 2. Et on a mis le doigt sur une nouvelle piste de traitement. C'est ça, le diabète sucré, un diabète de type 2, la forme la plus fréquente du diabète, celle qui apparaît généralement à l'âge adulte, là, à partir de la quarantaine, qu'on associe à des habitudes de vie. Et justement, c'est un problème de production d'insuline ou encore d'utilisation de l'insuline par les cellules pour métaboliser
métaboliser le sucre. Oui, ou alors les deux en même temps. L'insuline, cette petite hormone qu'on produit qui permet l'entrée du sucre dans les cellules de notre corps. Alors, l'image classique, c'est que l'insuline, c'est la clé qui entre dans la serrure de la cellule, ouvre la porte au glucose, au sucre, dont la cellule a besoin pour fonctionner. C'est sa source d'énergie. Alors, chez les personnes diabétiques, il peut manquer des clés. Les clés peuvent être mal faites, mal fonctionner, mais souvent, le problème, c'est la serrure. Les clés sont là, sont prêtes à faire leur travail, mais la porte ne se débarre pas. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le sucre n'entre pas comme il devrait, reste donc dans le sang, c'est l'hyperglycémie et ça peut causer des gros problèmes de santé. Mais on ne comprend toujours pas exactement ce qui se passe avec les cellules, ce qui cloche avec les cellules, le mécanisme qui explique cette fameuse résistance à l'insuline. Tout juste. Sauf qu'on avait des indices. On soupçonnait une protéine en particulier qui porte le nom de GAS6 de jouer un rôle parce qu'on voyait chez les personnes avec le diabète, avec une résistance à l'insuline, des niveaux élevés de cette protéine-là, une protéine dépendante de la vitamine K. Or, à l'Institut de recherche clinique de Montréal, l'IRCM, il y a un laboratoire qui fouille tout ce qui touche à la vitamine K et à ses protéines. C'est le laboratoire que dirige Mathieu Ferron, professeur au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, qui est déjà venu nous parler de ses recherches ici. Alors, avec son équipe, il a décidé, lui, de fouiller cette histoire-là. On peut l'écouter. Donc, les études chez l'humain suggéraient une corrélation entre les niveaux circulants de GAS6 et la résistance à l'insuline. Mais le mécanisme cellulaire n'était pas compris ou connu. Donc, nous, c'est ça ce qu'on a voulu étudier. Et comment vous vous y êtes pris? Comment est-ce qu'on va fouiller ça, trouver le rôle d'une protéine dans une cascade aussi compliquée que ça? Exact. Donc, c'est ça, il y a 20 000 gènes dans le génome humain et souris. Donc, c'est difficile d'étudier tout ça en même temps. Donc, ce qu'on fait, un truc dans notre laboratoire, dans plein de laboratoires, c'est qu'on va inactiver le gène d'intérêt dans une souris. On appelle ça un KO, là, un knockout. Donc, on a enlevé GAS6 dans des souris, puis on a regardé ce qui arrivait à ces souris au niveau de la glycémie, de la sensibilité à l'insuline. On les a même rendus obèses en leur donnant une diète riche en gras, en sucre, pour un peu mimiquer une condition là, de quelqu'un qui développerait le prédiabète. Ce qu'on a vu dans l'ensemble, c'est que ne pas avoir GAS6 dans la souris améliorait la sensibilité à l'insuline, donc prévenait la résistance à l'insuline. Alors, des souris chez qui on inactivait comme ça un petit gène, on jetait la recette d'une protéine. Des souris qui, alors même dans les conditions qui auraient dû les mener au diabète, ne développaient pas la fameuse résistance à l'insuline. Mais est-ce que les chercheurs ont réussi à expliquer ce qui se passe? Ben, c'est ça. Ils sont allés creuser le mécanisme moléculaire et ils ont trouvé ce qui se passe. Ça met en jeu d'autres clés et d'autres serrures et des interactions entre elles. Alors, ça devient complexe. Il va falloir qu'on réfléchisse à des nouvelles images, peut-être, pour raconter cette histoire-là, c'est ça. En attendant, on peut écouter encore Mathieu Ferron qui reprend la bonne vieille image des clés et des serrures. Ce qui était super intéressant qu'on a trouvé, c'est que finalement, GAS6, c'est aussi une clé qui agit sur une serrure. Donc, elle a son propre récepteur qui s'appelle AXL. Et ce qui arrive, c'est que quand GAS6 monte dans le sang, il va lier son récepteur AXL. Puis ça va lier le récepteur d'insuline à la surface des cellules musculaires. Donc, il y a un complexe qui se formerait entre les deux récepteurs. Ça entraînerait le récepteur d'insuline à l'intérieur de la cellule, dans un compartiment qu'on appelle les endosomes. Ça modifiait la signalisation d'insuline dans les cellules musculaires. Alors, on comprend mieux le mécanisme, c'est intéressant en soi, mais ça veut dire aussi qu'on a peut-être une poignée, on a peut-être une nouvelle cible pour un traitement. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que cette protéine-là a déjà été impliquée, ou cette voie de signalisation-là, dans le cancer. Donc, il existe déjà des inhibiteurs pour le récepteur de GAS6 qui ont été développés pour traiter des tumeurs, des cancers du poumon, entre autres. Donc, on pourrait rediriger ces molécules-là vers un traitement antidiabète de type 2. Fort intéressant. On imagine que Mathieu Ferron est déjà sur la piste. Oui, il s'apprête à tester ces molécules-là qui existent donc et qu'on utilise à d'autres fins pour l'instant pour voir s'ils ne pourraient pas guérir des souris de leur diabète et éventuellement des humains de leur diabète. Et quand on parle de ce type de diabète, ça pourrait, Jean-François, changer la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de monde, parce que s'il existe des médicaments pour réduire le taux de sucre dans le sang, on n'a toujours pas pour l'instant de moyen de guérir le diabète. C'est une maladie chronique et ça touche beaucoup de monde. Oui, une personne sur 5 après 65 ans. C'est des millions de personnes rien que chez nous. Travail fort intéressant. Plus tard, Jean-François. Pour réécouter nos entrevues et nos reportages, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio ou sur la page web des Années-Lumière.
pour Summer McIntosh. Quelle domination! Bravo! McIntosh l'emporte. Quelle performance de notre Canadienne, championne olympique! Eh oui, le bras en haut! Mais non, on n'est pas en retard en célébrant comme ça les performances canadiennes dans la piscine parce que Paris, c'est pas fini, vous savez. Mercredi vont commencer les compétitions des Jeux paralympiques. Ça va durer 11 jours, 22 parasports. Il y a de la natation, bien sûr, mais il y a de la boccia, du sissi-foot, du para-badminton, du para-basketball, du paracyclisme. 549 épreuves et surtout 4400 athlètes de 170 nations qui vont se rassembler pour continuer la compétition sportive. Mon invité Clément Julien, qui est professeur à l'École de technologie supérieure à Montréal, il ne sera pas sur place à Paris, mais il y aura un peu de lui, de ses travaux dans les performances de l'équipe de paranatation. Ça fait plaisir de vous accueillir en studio. Bonjour, Monsieur Julien. Bonjour, merci. Alors, quand vous sortez de vos laboratoires en génie à l'École de technologie supérieure, vous ou les étudiants que vous supervisez, c'est plus souvent pour aller au bord de la piscine, pour aller à l'entraînement des para-athlètes en natation. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez là? Exactement. Alors, ce qu'on fait, maintenant, je suis moins sur le terrain parce que j'encadre maintenant mes étudiants, comme vous l'avez dit, depuis juin 2022, donc 2 ans. Mes étudiants, notamment Mathieu Sloupecki, qui est un étudiant que je co-dirige de McGill, va sur le bord de la piscine à peu près 1 à 2 fois par semaine et va placer des petits capteurs sur le bas du dos des athlètes pour aller collecter des données à chaque fois que les athlètes s'entraînent et qui vont réaliser différents types de nage, mettons nage libre 200 mètres, dos crawlé 400 mètres, medley et ainsi de suite. Et une fois qu'ils ont fini leurs entraînements ou certains types de nage spécifiques qu'on veut analyser, on va récupérer les données et les analyser avec des algorithmes que j'ai développés depuis 2018 lorsque je travaillais en tant qu'analyste de performance à l'Institut national du sport du Québec, qui est basé au Stade olympique. Alors, ça fait une foule de données générées, Exactement. une foule de données fort intéressantes pour améliorer les performances. Et ça sert bien sûr à faire avancer les connaissances scientifiques, mais ça doit aussi servir aux entraîneurs et aux athlètes. Oui, tout à fait. Donc, vous les avez très bien résumé. En fait, avec les algorithmes qu'on a développés, on peut sortir entre 180 et 200 indices de performance par longueur. Donc, c'est vraiment une multitude de données. Et nous, notre travail après, c'est de faire parler ces données-là et d'aller au cas par cas donner des conseils ou des métriques spécifiques pour les entraîneurs et les athlètes. Donc, on a travaillé notamment dernièrement, en particulier avec 3 nageuses qui sont présentement à Paris là, pour participer aux Jeux. Et on a montré dans des études de cas spécifiques qu'on pouvait améliorer de manière drastique leur performance. Ah oui? Oui, notamment, par exemple, on a fait un essai sur une nageuse qui souffre de nanisme, donc qui est de très petite taille. Puis elle est spécialiste de la nage, la brasse notamment. Puis elle fait aussi du medley, donc les 4 types de nage confondus. Et on a montré, on voulait améliorer sa technique de brasse en fait. Donc on a fait une étude, on lui a demandé de nager la brasse de 3 manières différentes. Donc une brasse normale, son rythme normal, un rythme le plus soutenu possible qu'elle peut tenir sur une longueur donnée et un rythme intermédiaire, en fait. Puis on a comparé les courbes de vitesse instantanée de cet athlète pour chacune des fréquences de nage au final. Puis on a montré que la fréquence intermédiaire était la plus intéressante pour elle parce que c'est celle qui lui permettait de maintenir la vitesse la plus haute ou en tout cas de perdre le moins de vitesse possible. Oui, parce que quand on va aller plus vite, il y a des moments d'accélération et il y a des moments de décélération, Exactement. puis on les identifie pas toujours. Non. Est-ce qu'il y a un défi encore plus grand, encore plus de paramètres à aller chercher parce qu'il s'agit de para-athlètes et que chacun est très différent? Oui, ça c'est vrai pour la population générale. Oui, on est tous différents. On a tous une manière de fonctionner différente, mais c'est encore plus accentué chez les paranageurs parce que chacun souffre, entre guillemets, d'une pathologie qui est très différente d'une de l'autre. Donc, on a du nanisme, on a de la dystrophie musculaire, on a de l'hémiplégie, on a des bouts de membres atrophiés et ainsi de suite. Donc, chacun a sa spécialité, ses forces et donc ses faiblesses. Donc, on va aller vraiment au cas par cas, comme je l'ai dit, conseiller ces athlètes, conseiller les coachs pour essayer d'optimiser au mieux leurs forces et réduire au maximum leurs faiblesses, notamment les asymétries. Parce qu'on a montré, notamment avec nos études, que au plus il y avait des asymétries au niveau des membres, juste anatomiquement parlant, au plus on va accentuer leur fatigue au bout du temps et au plus leur geste va être désordonné si on veut. Et donc c'est un indice de fatigue musculaire ou neuromusculaire qui s'installe. Puis ça, c'est à prendre en compte par les coachs pour
prescrire des bonnes routines d'entraînement en tenant compte de ces spécificités morphologiques, anatomiques. Parce qu'ils vont se fatiguer un peu plus à cause de la symétrie de leurs membres. Quand on regarde les gens qui connaissent très, très bien la natation, Monsieur Julien, ils sont capables, de façon empirique, en regardant un nageur, de déceler vraiment des micro-mouvements, là, en disant « fais un peu plus ci, fais un peu plus cela ». En quoi est-ce que vous allez plus loin? Quelle est l'échelle à laquelle vous apportez le niveau d'information? C'est des bonnes remarques. Il y a dans tous les sports des experts qui, de par juste avec leurs yeux, vont être capables de déceler des petites choses à aller améliorer pour augmenter les performances en bout de ligne. Seulement, l'œil humain a ses limites. Il ne peut pas analyser en 1 seconde 100 points ce que nos capteurs permettent de faire. Chaque seconde, il y a 100 data qui sont analysées minimalement. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Et ce qui permet aussi de faire donc une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, beaucoup plus microscopique, si on veut, de la gestuelle de l'athlète. Puis ça permet aussi de sortir des chiffres quantifiables que l'œil ne peut pas vraiment ressortir, parce qu'on fait, OK, tu fais telle affaire, mais c'est de combien de degrés, combien de variabilité, combien d'asymétrie, combien de gains de vitesse. On ne peut pas le juger à l'œil, donc il nous faut des outils plus précis qui nous permettent en plus de faire un suivi dans le temps qui ne peut pas être fait sans outils à l'œil. On ne peut pas se rappeler, il y a 5 ans, 6 mois, 3 semaines, c'était quoi exactement la gestuelle et les... Alors que la machine peut, alors le capteur peut voir la différence. On peut stocker ces données-là et faire de l'analyse longitudinale et voir l'efficience vraie et précise de chaque intervention qui sont faites auprès de... des micro-mouvements aussi. Et tout ça parce qu'on parle évidemment de sport paralympique. On est vraiment dans l'élite. Chaque seconde, chaque fraction de seconde compte. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez réussi avec ces méthodes-là à aider à améliorer les performances de façon remarquable. On parle de quoi? De secondes? De secondes dans certains cas, notamment une des athlètes, je tairai le nom là, mais une des athlètes qui est à Paris, au niveau de sa nage libre, de sa brasse, excusez-moi, on lui a fait gagner presque 10 secondes. Oh, 10 secondes! Oui, ce qui est énorme. C'est énorme, oui. Ce qui est énorme, mais dépendamment des catégories, souvent dans les compétitions paralympiques, on voit de gros gaps au sein d'une même catégorie. Donc la première, des fois, va mettre 20 secondes à la dernière. Donc là, on réduit ce gap-là grâce à ce genre d'intervention-là. Mais oui, 10 secondes, c'est énorme à ce niveau-là. Dans d'autres sports non paralympiques, je joue plus avec des fractions de secondes. Mais justement, les autres sports paralympiques, exactement le même travail que vous faites avec les capteurs puis avec les algorithmes que vous dégagez de ces informations-là, ça peut être utilisé pour les autres sports aussi. En plein de sports, oui. Mais est-ce que la science est encore plus utile en sport, en parasport qu'en sport habituel? Est-ce que la science a encore plus de place dans les parasports que dans les sports d'élite, les autres sports d'élite non para, ou est-ce qu'on manque un peu de scientifiques qui s'intéressent à ces disciplines en particulier, à ces athlètes en particulier? Les deux réponses, les deux phrases sont vraies. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore dans tous les sports, qu'ils soient para ou non, mais la population paralympique ou les sportifs handicapés de manière générale sont très, très peu analysés dans la littérature scientifique. Donc, quand j'ai regardé la littérature scientifique sur la paranatation en particulier, on compte sur le doigt d'une main les articles scientifiques qui traitent de biomécanique, de techniques précises, de la gestuelle, de la technique de nage de ces athlètes-là. Donc, ça, c'est vrai dans l'ensemble des sports, qu'ils soient para ou non. Il y a plusieurs sports nichés. En ce moment, je travaille avec l'escalade de vitesse. Ça se compte sur le doigt d'une main les articles scientifiques biomécaniques, je parle, qui ont été publiés. Puis, il y a plein de sports. Je travaille avec l'équipe nationale de patinage de vitesse. C'est la même chose. Très, très, très peu d'articles qui ont été publiés là-dessus. Une quarantaine depuis l'histoire de la science, qui n'est pas beaucoup comparativement aux centaines de milliers probablement d'articles sur la course à pied, par exemple. Voilà, il y a des disciplines, on le sait, on le remarque quand on regarde les Olympiques ou les Paralympiques, il y a vraiment des disciplines qui sont plus royales que d'autres, plus intéressantes que d'autres. Est-ce que la réception est différente? Est-ce que vous êtes bien reçu chez les entraîneurs avec vos informations? Est-ce qu'ils comprennent tout ce que vous apportez comme données? Parce que ça en fait beaucoup d'informations, ça, pour un pauvre entraîneur. Ça fait beaucoup d'informations, que ce soit pour l'entraîneur ou les athlètes. Donc, notre travail à nous, c'est de sortir ces données-là. Donc là, on en a, j'ai dit, 200 par longueur. Là, notre but maintenant, c'est de réduire ce nombre à un nombre de 3, 4, 5 métriques
primordial pour cet athlète Oui, en particulier. Il faut choisir l'information. Pour choisir et centrer les interventions qu'on va faire. Puis il y a beaucoup de travail de dialogue. Le dialogue est primordial dans ce domaine-là. Il faut vraiment parler de manière ouverte avec les coachs. Qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas remplacer? Parce qu'il y a beaucoup de craintes aussi des fois de la part des coachs. On ne veut pas les remplacer. Puis ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est jamais de donner des conseils techniques aux athlètes. C'est vraiment de dialoguer, de leur donner des pistes de réflexion pour qu'eux, ils aillent chercher les moyens où ils changent quelques approches en conditionnement physique, en manière de se propulser sous l'eau et ainsi de suite. Et nous, on pourra vraiment prouver par A plus B via nos métriques si ça a marché ou pas. Vous l'avez dit, c'est un petit monde que celui qui marie la science, le génie biomécanique et les parasports. Est-ce qu'au Canada, il y a une situation ou un intérêt particulier par rapport au reste du monde? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on est de plus en plus... on développe de plus en plus la recherche dans le domaine du sport, que ce soit para ou non para, au final, notamment à l'Institut national du sport, qui a mis en place une politique de recherche et de publication scientifique depuis que je suis arrivé, où j'ai commencé là-bas en 2018. On publie de manière exponentielle des articles scientifiques maintenant dans cet institut-là, et on place l'Institut sur la map, si j'ose dire, par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Donc, on n'a rien à envier aujourd'hui, je pense, ou en tout cas de moins en moins, par exemple, à l'INSEP, qui est le grand centre sportif national en France, qui a débloqué des millions et des millions pour les Jeux à Paris. Puis, ça a porté fruit, puisqu'ils ont eu leur record de médailles aux Jeux olympiques à Ville. Donc, Parce qu'il y a des articles qui sont encore publiés récemment. Je voyais François Prince qui a publié ici, où on peut établir parfois un lien entre le nombre de publications scientifiques et le nombre de médailles. Donc, la recherche et les médailles, c'est effectivement lié de temps en temps. Donc, les Paralympiques, je le rappelle, ça commence mercredi. Paris, c'est pas fini. Et il y a un petit peu de vous, Clément Julien, dans les performances de l'équipe de paranatation. Clément Julien, donc, est professeur à l'École de technologie supérieure. Merci beaucoup de cette visite aux Années-Lumière. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Je me tourne vers Alexandre maintenant pour finir cette première heure des Années-Lumière. Vous vous êtes intéressé à une étude qui vise à faciliter la détermination du sexe des orques. Oui, apparemment, c'est assez difficile de faire la différence entre les mâles et les femelles épaulards en pleine mer. Donc, traditionnellement, les chercheurs les observent finalement pour voir, par exemple, si elles accompagnent un veau. Là, c'est un peu évident parce que c'est les femelles épaulards qui s'occupent des bébés. Ils notent aussi des changements dans la taille de la nageoire dorsale qui survient à la maturité sexuelle. Quand c'est possible, ils peuvent prendre aussi des photos du ventre des individus pour voir les organes génitaux. On peut aussi faire des biopsies pour déterminer le sexe par des analyses génétiques, mais c'est beaucoup plus invasif et dangereux. Donc, toutes ces méthodes sont assez difficiles à réaliser. Ils peuvent prendre beaucoup de temps aussi, parce qu'il faut parfois 10 ans d'observation avant de déterminer le sexe d'un individu en particulier. On penserait que c'est gros parce que c'est des orques, mais pas du tout. La nouvelle méthode qui a été développée, c'est quoi? C'est pas une méthode qui est nouvelle. On en a déjà parlé à l'émission, mais c'est la première fois qu'elle est utilisée pour cette espèce-là. Les chercheurs, donc, de l'ONG Oceanwise ont utilisé l'ADN environnemental pour déterminer le sexe d'une population d'épaulards en particulier dans la mer des Salish en Colombie-Britannique qui est menacée. Donc, ils ont collecter des échantillons d'eau de mer juste après le passage des orques pour détecter des traces d'ADN dans des cellules de la peau ou encore des excréments dans l'eau. Donc, c'est une méthode, évidemment, qui est beaucoup moins invasive. Ça permet aussi de récolter des informations sur les proies des orques, donc c'est intéressant. Et donc, avec des individus dont le sexe avait déjà été déterminé par d'autres méthodes, on a pu vérifier les résultats des analyses qui ont été faites par ADN environnemental et on a constaté que les chercheurs ont obtenu le bon sexe à peu près 80% du temps. Donc, il reste encore du travail à faire pour affiner la méthode, mais c'est potentiellement un nouvel outil pour suivre l'évolution des ratios mâles-femelles dans les populations d'épaulards. Et ça, c'est une donnée qui est très importante pour comprendre la démographie de ces groupes-là et leur viabilité à plus long terme. Intéressant. Merci, Alexandre. N'allez pas trop loin parce qu'après les nouvelles, vous continuez à nous parler de baleines, mais on va sur l'autre côte. On s'en va voir ce qui arrive avec la baleine noire. On est plus en Atlantique. Ça fait partie des sujets dont il sera question en deuxième heure des Années-Lumière, tout comme ces insectes qui s'adaptent drôlement vite et drôlement bien parfois aux grandes villes. Une histoire de fourmis, entre autres, qui va nous mener de Manhattan à Gatineau. Et oui, on parlera d'amour et de sexe avec les robots. C'est en deuxième heure des Années-Lumière.
Des poissons zèbres qui réparent des neurones, des fourmis qui habitent des gratte-ciels, des baleines qui peuvent nager plus librement et des robots pour le sexe. Vous voici en deuxième heure des Années-Lumière. Bonjour tout le monde, Sophie André Blondin, toujours avec vous, avec bien sûr l'équipe qui va se joindre à moi au fil de 7 heures et nos invités. Il sera question par exemple de sexualité, d'amour avec les robots, avec le chercheur Simon Dubé, qui va venir nous décrire ce qu'il y a de technologique déjà dans nos vies sexuelles et ce qui se prépare de ce côté, ce que ça soulève comme enjeu, bien sûr, que l'amour avec les robots. Les poissons zèbres, ce sont déjà des stars de laboratoire, mais Jean-François Boutillette va venir nous donner une autre raison de les trouver fascinants pour leur capacité de restauration, de réparation de neurones. Les fourmis urbaines, elles habitent Manhattan. C'est une espèce qui a été récemment identifiée dans la grosse pomme. Et comme d'autres insectes que va nous décrire l'entomologiste Étienne Normandin, ces fourmis, elles ont adapté leur biologie, leur comportement à cet environnement tout nouveau que sont les grandes villes. Renaud Manugera-Gagné a fait toutes sortes de lectures intéressantes et éclairantes pour nous cette semaine. Il va venir nous en parler. Mais c'est avec les baleines qu'on ouvre cette deuxième heure. Salut tout le monde! Il y a une opération importante qui se déroule en ce moment dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent parce qu'il y a une baleine noire de l'Atlantique Nord empêtrée dans un engin de pêche qui a été observé au large de Sainte-Luce. C'est préoccupant en ce moment parce que les engins de pêche peuvent... Ce qu'on entend, c'est un extrait de reportage diffusé en juillet dernier. Il y avait une baleine noire de l'Atlantique Nord empêtrée dans des cordages. Elle avait été aperçue dans le Saint-Laurent, c'était au large de Rimouski. Il ne reste que 360 individus de cette espèce et malgré les efforts de conservation, la population n'arrive pas à augmenter à cause des décès causés par les empêtrements dans les engins de pêche, par les collisions avec les navires aussi. Alexandre Touchette, vous vous êtes intéressé à la progression d'un projet, un projet qui teste des casiers de homards, des casiers de crabes sans cordage. Ça vise à réduire la mortalité. Oui, c'est un projet qui est mené par la Fédération canadienne de la faune qui prête cet équipement des pêcheurs du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse pour qu'ils puissent vraiment le tester en mer, là, cet équipement. Les chercheurs ils travaillent en fait cet été dans la baie de Fundy en collaboration avec une association de pêcheurs locaux. Puis le but, c'est de tester 5 types d'équipements dans des conditions qui sont assez extrêmes là, à cause de la grande amplitude des marées là, dans la baie de Fundy. Ah oui. On le sait, c'est à cause des courant là, très puissant. Le fond aussi est très rocheux. Ça peut user prématurément des engins de pêche. Donc, il y a 3 pêcheurs qui vont comparer dans les prochaines semaines différentes technologies là, sans cordage pour voir lesquelles fonctionnent le mieux là, vraiment sur le terrain. Et ça fonctionne comment, ces équipements de pêche-là qui visent à réduire les empêtrements? Bien, il y a 2 principaux systèmes là, avec des variations un peu sur le même thème. Plusieurs casiers sont reliés entre eux là, par une corde. Ils sont déposés au fond de la mer, mais il n'y a pas de cordage qui remonte jusqu'à une bouée à la surface là, qui permet normalement aux pêcheurs de les récupérer là, le moment venu. Donc, l'emplacement des casiers doit être marqué par GPS et quand le pêcheur revient récupérer ses casiers, bien là, il y a un signal acoustique qui est envoyé au fond pour activer le système. Donc, dans un premier cas, c'est une bouée attachée au casier qui est relâchée. Ça fait remonter une corde et là, le pêcheur peut l'attraper et remonter ses casiers. L'autre système utilise une bouteille d'air comprimé. Ça fait gonfler un ballon et là, le casier au complet remonte à la surface. Donc, il y a plusieurs compagnies qui fabriquent des systèmes comme ça, mais le problème, c'est qu'ils sont en fait, là, ils sont fabriqués en petite quantité, donc ça coûte encore cher. Donc, la technologie, elle est là, elle existe, mais est-ce qu'elle est adaptée à la vraie vie, à la réalité des pêcheurs? Donc, ça, c'est tout l'enjeu, là. Il faut avoir une technologie qui fonctionne en tout temps, dans toutes les conditions de pêche. Il ne faut pas que ça nuise à la productivité. Il faut dire aussi que les pêcheurs utilisent les mêmes techniques depuis très longtemps. Donc, changer les façons de faire, ça reste un défi. Mais apparemment, ceux qui adoptent là, ces nouveaux engins arrivent à s'habituer et à être productifs. Il faut dire que depuis quelques années, en Atlantique, il y a 450 000 kilos de crabes des neiges qui ont été capturés avec ce genre d'équipement. Donc, ça fonctionne. Oui. Les pêcheurs qui participent à cette pêche scientifique dans les zones qui sont fermées là, à cause de la présence de baleines noires, ils y trouvent leur compte, selon Elisabeth Vézina, à qui j'ai parlé. Elle dirige ce projet à la Fédération canadienne de la faune.
Très peu de pêcheurs sont autorisés à aller pêcher dans les zones fermées pour tester ces équipements. Donc, pour ceux qui y vont, il y a moins de compétition et possiblement plus de prises à faire. Ça élimine aussi les risques que des cordages soient coupés par des hélices de bateau. Il y a donc moins de pertes de casier. En plus, l'équipement dérive moins parce qu'il n'est pas attaché à une bouée qui tire sur les casiers, en particulier durant les tempêtes. Et ça élimine aussi les risques de braconnage parce que seuls les propriétaires des casiers peuvent les trouver et les faire remonter. Bon point, effectivement. Ben oui. Et donc, c'est des tests qui visent à permettre aux pêcheurs aussi de faire des commentaires aux fabricants pour que les systèmes soient améliorés éventuellement pour être plus durables, plus simples à utiliser en mer là, dans des conditions parfois difficiles. Il reste à savoir aussi là, à quel point le prix de ces équipements-là va éventuellement baisser là, avec le temps. Bon, ça, c'est des informations qui sont du côté des pêcheurs, mais le but de l'opération, c'est quand même de réduire les empêtrements, d'aider les baleines. Est-ce que ces mesures-là, ça permet de réduire ces empêtrements-là? Donc, depuis 3 ans, la population oscille autour de 350-360 individus, mais c'est encore trop tôt pour établir une tendance. C'est très difficile, en fait, de déterminer combien de baleines sont tuées chaque année par des collisions, des empêtrements, parce que la plupart du temps, on ne les retrouve jamais. Elles coulent au fond, là, tout simplement. Donc, souvent, on peut seulement déduire qu'elles sont mortes quand on ne les voit plus là, en mer pendant plusieurs saisons d'observation. Et selon Elisabeth Vizina, on a estimé qu'il y a 85 des baleines noires qui s'étaient emmêlées dans des cordages au moins une fois dans leur vie et que le quart de la population vivait un nouvel empêtrement chaque année. Donc, c'est quand même important là, comme risque. Et il faudrait une réduction du risque de 90 on estime, là, pour protéger l'espèce. Mais on pense que les fermetures des zones de pêche au Canada ont réduit le risque d'environ 60 Donc, il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Et puis, pour arriver à bien protéger les baleines en interdisant, par exemple, la pêche avec des casiers à cordes dans certaines zones, il faut arriver aussi à bien suivre les baleines elles-mêmes, bien suivre leurs déplacements. Et ça, est-ce qu'on est meilleur qu'on ne l'était à ce sujet? Les zones d'interdiction de pêche sont déterminées à partir des données d'un système de surveillance par avion et par bateau, principalement. On a aussi installé un réseau d'hydrophones pour détecter acoustiquement les baleines noires, là, en captant les appels qu'elles se font là, pour se localiser. Mais cette détection-là, évidemment, elle n'est pas parfaite parce que les superficies à surveiller sont immenses. Là. Ça va de la côte est jusqu'à l'estuaire du Saint-Laurent. Et puis, il reste la sensibilisation à faire pour que les pêcheurs et les capitaines de navires marchands rapportent systématiquement la présence de baleines noires. Ce sont eux, dans le fond, qui passent le plus de temps là, sur l'eau. Et on peut imaginer qu'il y a certains pêcheurs qui fermeraient les yeux pour pas que leur saison soit compromise par une interdiction de pêche dans une zone où ils ont mis leur casier. Et comme la quasi-totalité de la pêche au crabe et au homard se fait encore avec des casiers reliés à des bouées, mais c'est vraiment essentiel de bien localiser les baleines pour que les interdictions de pêche soient mises en place au bon endroit et au bon moment. Est-ce qu'il y a d'autres efforts, Alexandre, qu'on pourrait déployer pour aider à les protéger, ces fameuses baleines noires? Bien, le gouvernement fédéral impose des réductions de vitesse pour éviter des collisions là, avec des navires dans les zones où les baleines sont détectées. Mais il y a un autre domaine d'intervention sur lequel il faudrait inciter davantage, selon la biologiste Delphine Durette-Morin du Canadian Whale Institute. Il y a beaucoup d'engins fantômes ou des engins perdus dans l'océan, dans le golfe du Saint-Laurent, comme par exemple. Comme cette année même, on a pu récupérer 13 engins perdus ou fantômes qui posent un risque à la baleine noire et autres espèces de baleines. Et malheureusement, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de fonds, dans le fond, pour que des agences ou des pêcheurs puissent aller les récupérer. Il y avait des programmes avant, l'année passée même, pour faire de la récupération des engins fantômes ou perdus. Et malheureusement, ces ressources-là n'existent plus. Et c'est un travail important qui doit se faire continuellement parce que les pêcheurs, ils perdent toujours un certain nombre d'engins de pêche. C'est inévitable. Et pour vous donner une idée, cet été, au Massachusetts seulement, il y a 373 casiers et 193 bouées reliées à des cordages qui ont été récupérés spécifiquement dans les zones où la pêche était interdite à cause de la présence de baleines noires. Donc, ce nettoyage-là est très important pour que les mesures de protection soient efficaces. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. Pour vos questions de science et vos commentaires, écrivez-nous à lumière@radio-canada.ca.
Je vous retrouve, Jean-François. Bon, vous savez, et vous le savez très bien, les auditeurs aussi, on partage beaucoup de gènes avec les souris. On les utilise dans les laboratoires pour mieux comprendre le corps humain, même si elles sont des souris. Mais vous allez nous parler d'une autre star de laboratoire. On va parler du poisson zèbre qui pourrait nous indiquer comment arriver un jour, peut-être en tout cas, à réparer nos neurones. Oui, il ne nous ressemble pas tant que ça à première vue, ce petit poisson de 4-5 cm, transparent, mais on partage avec lui 70 de nos gènes. Et quand on y regarde de plus près, au niveau cellulaire, on se ressemble finalement pas mal, au point en fait où c'est difficile de distinguer là, une cellule de poisson zèbre d'une cellule humaine. Ah oui. Alors on s'en sert beaucoup, c'est vrai, en recherche, notamment pour comprendre notre système nerveux à partir du sien. On lui ressemble au poisson zèbre, à la différence notable qu'il a, lui, un super pouvoir. Il peut se fabriquer de nouveaux neurones beaucoup mieux que nous. Il peut même réparer ses neurones brisés. Alors, avant de vous raconter cette nouvelle étude là, qui vient d'être publiée dans Nature Communications, et ce qu'elle nous dit, un mot sur le poisson zèbre et ses super pouvoirs par quelqu'un qui le connaît rudement bien. Un chercheur du CHUM à Montréal qui utilise le poisson zèbre dans toute sa recherche, c'est Éric Samaru, spécialiste de la génomique fonctionnelle des troubles neurologiques et des maladies rares et du poisson zèbre. Même si on ne se ressemble pas, au niveau cellulaire, c'est très difficile de distinguer une cellule de poisson zèbre d'une cellule humaine. Donc, c'est pour ça qu'aller étudier des mécanismes moléculaires ou aller étudier la fonction de certains gènes chez le poisson zèbre a une très grande pertinence, en particulier une pertinence scientifique, pour retranscrire ces trouvailles sur l'humain ou sur les mammifères. Alors, une des capacités que le poisson zèbre a et que nous n'avons pas, c'est de régénérer ses neurones. Alors, la plupart des vertébrés sont capables de faire ce qu'on appelle de la neurogénèse adulte, c'est-à-dire recréer des neurones, enfin régénérer des neurones après le développement embryonnaire, à l'état adulte. Et en fait, cette capacité de neurogénèse, elle s'est perdue plus on va vers les vertébrés qu'on qualifie souvent de plus évolués. Alors, plus on va vers les mammifères, moins on a cette capacité de régénération du système nerveux central et périphérique. Alors, il y a plusieurs histoires à ça. Est-ce que c'est que plus on va vers ces animaux-là, plus le système est complexe et donc plus c'est difficile de le réparer? Ou est-ce qu'au final, on a perdu cette capacité, on a perdu des voies signalétiques qui sont essentielles pour pouvoir régénérer ces neurones? Ça, c'est au cœur de nombreux débats encore. Morale de l'histoire, on est moins bon que les poissons zèbres pour régénérer, réparer ses neurones. C'est le professeur Éric Samaru, il est de l'Université de Montréal, du Centre de recherche du CHUM. Et la nouvelle étude dont vous nous parlez, elle nous montre comment les poissons zèbres s'y prennent pour réparer, par exemple, la moelle épinière. C'est ça. Alors, on constatait cette capacité-là de régénérer des neurones. On s'en émerveillait, mais on la comprenait encore bien mal. Alors là, cette équipe de chercheurs et de chercheuses de la Faculté de médecine de l'Université de Washington à Saint-Louis a utilisé des nouvelles méthode de séquençage pour analyser ce qui se passe au juste dans l'ARN des neurones blessés. Ils ont suivi ça dans le temps, là, tout au long de la réparation, pour voir ce qui arrivait. On peut écouter les explications d'Éric Samaru là-dessus. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont induit une blessure de la moelle épinière chez ces poissons-là, et puis ils ont regardé au niveau cellulaire, donc cellule par cellule, quels sont les types cellulaires qui apparaissent, quels sont les mécanismes dans ces cellules qui se mettent en place et comment est-ce que le système a réussi finalement à recréer des neurones qui sont fonctionnels. Alors, on savait que ce poisson-là pouvait régénérer comme ça des neurones après une blessure, qu'il pouvait le faire à l'âge adulte. On comprend mieux le mécanisme maintenant. Oui, alors là, ils utilisent vraiment des nouvelles approches de séquençage. C'est ce qu'on appelle le single-cell sequencing, RNA sequencing, où on est capable d'aller séquencer l'ensemble des molécules d'ARN, donc le transcriptome, de chaque cellule de manière individuelle. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est au niveau de la blessure, à différents temps post-blessure, ils sont allés voir quels sont les types cellulaires qui sont présents et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces cellules. Et en fait, ils ont mis en évidence une nouvelle population de neurones qu'ils ont appelés les iNeurons. Ils appellent ça les Injury Responsive Neurons, qui sont des neurones qui survivent à l'insulte, à la blessure, et qui vont finalement se reparamétrer pour devenir des précurseurs qui vont, eux, être capables de donner naissance à de nouveaux neurones qui vont recréer ou régénérer la moelle épinière blessée. Alors, c'est les neurones brisés eux-mêmes, Jean-François, qui se mettent en mode réparation. Bien, c'est ça qu'a montré cette analyse-là. Alors, certains des neurones blessés deviennent un peu les chefs d'orchestre de la reconstruction, alors que chez nous, les humains, une blessure à la moelle épinière, souvent, c'est irréversible. Alors, la différence est surtout au niveau moléculaire entre ces petits poissons et nous. Alors, nos neurones à nous, quand ils sont blessés, il y a la couche de myéline, vous savez, qui les protège un peu comme une gaine autour d'un fil électrique qui se brise. Et les petits débris de myéline vont causer de l'inflammation, une réaction
réaction de protection, si vous voulez, sauf que cette inflammation-là, ben, c'est elle qui fait échouer toute tentative là, de régénérer des neurones dans notre cerveau à nous. Ça c'était déjà bien démontré. Alors, en comprenant comme ils l'ont fait avec le poisson zèbre, ce qui se passe, on peut espérer peut-être à l'imiter, à faire comme lui. Ben, c'est ça, dans la mesure où on vit avec une quincaillerie pas si différente de la sienne, on le rappelle. Alors, mieux comprendre les mécanismes cellulaires à l'œuvre chez lui, ça permet, oui, d'espérer trouver des réactions chimiques qu'on pourrait favoriser chez nous, qu'on pourrait moduler chez nous pour aller dans le même sens dans un cerveau humain. Bref, pour trouver des médicaments pour réparer des moelles épinières brisées, c'est pas rien. Merci, poisson zèbre. Encore une fois. Merci, Jean-François. Vous pouvez écouter les entrevues et les reportages des Années-Lumière en direct ou en rattrapage sur l'application Radio-Canada Audio. Alors, on quitte le studio pour les prochaines minutes. Je suis venue à la rencontre d'Étienne Normandin au Jardin botanique de Montréal. C'est là qu'il supervise la collection entomologique de l'Institut de recherche de l'Université de Montréal. Parce qu'au moment où l'émission est diffusée, Étienne Normandin est bien occupé. Dimanche, il est parmi les entomologistes amateurs du Québec. C'est le grand rendez-vous annuel et ça se déroule près du Mont Orford. Bonjour, Étienne. Bonjour, Sophie-André. Merci de m'accueillir ici. C'est toute une collection. Où est-ce qu'on est? Ici, on est dans la collection d'insectes de l'Université de Montréal. On est dans une collection qui a été assemblée par les frères, les Clercs de Saint-Viateur, il y a jadis très longtemps. Et ça compte 1,5 million de spécimens et principalement des insectes du Québec et d'Amérique du Nord. Est-ce que vous m'amèneriez près des fourmis? Parce que je viens vers vous avec une question qui tourne autour d'une fourmi. Oui, bien, on en a quelques centaines d'espèces ici. On va aller les voir justement. Ils sont dans le cabinet ici. C'est à vous, ça? Et voilà. Oh, ça fait beaucoup de spécimens de fourmis devant nous. La raison pour laquelle je viens vers vous cette semaine, c'est qu'on a identifié une fourmi. Elle habite Manhattan. On l'appelait la Manhattan Ant. On pensait que c'était une espèce toute nouvelle qu'on avait découvert là-bas. Ça n'est pas le cas, mais elle prend de la place, elle progresse rapidement. Elle a changé de comportement en arrivant en ville. Pouvez-vous nous la présenter, cette nouvelle star, d'un article dans Biological Invasions? Ça nous donne un indice sur son comportement. Bien, cette fourmi-là, en fait, elle est très spéciale parce que, justement, elle a été d'abord trouvée dans les années 2010-2011. Ils ne savaient pas exactement ce que c'était et ça a pris carrément des analyses d'ADN pour vraiment l'identifier à l'Asius emarginatus, qui était au départ nommé Manhattan Ant. Et cette fourmi-là, elle est spéciale parce qu'elle se retrouve principalement dans la ville, sur l'île de Manhattan, et elle peut coloniser les grands gratte-ciel, les grands édifices, et elle colonise les appartements, elle cause parfois des problèmes, et elle devient de plus en plus connue des compagnies de gestion parasitaire, justement. Et c'est aussi une fourmi qui s'est adaptée, justement, à l'environnement urbain, comme d'ailleurs plusieurs autres espèces d'insectes et de fourmis qu'on a aussi au Québec, qui vont justement prendre profit de l'habitat urbain pour commencer une invasion tranquille, mais certaine à travers le temps. C'est le cas de cette fourmi. Elle progresse au rythme de 2 km par année. Elle va se trouver une autre ville intéressante. Et c'est justement l'adaptation urbaine qui nous intéresse, ce phénomène-là. Vous dites, il y en a ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la fourmi change biologiquement au fil... Il y a une évolution biologique ou une évolution, un changement en termes de comportement? C'est fascinant chez les insectes parce qu'en entomologie, en sciences, en biologie, en fait, on appelle ça souvent de plasticité. Et là, plasticité phénotypique, donc parfois les espèces animales et surtout les insectes arrivent avec plein de comportements qu'ils gardent ancrés dans leur génétique, dans leur ADN. Et lorsqu'ils vont arriver dans des nouveaux endroits, cette switch-là va s'activer et là, va émerger des nouveaux comportements. Et c'est justement, s'ils ont cette plasticité-là dans des nouveaux environnements qui est comme l'environnement urbain, bien là, ça peut leur donner un avantage supérieur justement aux autres espèces d'insectes. Et c'est là qu'on voit qu'ils prennent de l'expansion. C'est un phénomène fascinant qui est observé chez plein d'autres espèces, justement.
Restons dans les fourmis. Dans vos tiroirs, vous avez un type de fourmi qui cause bien des soucis à Gatineau. Oui, c'est la fameuse fourmi de feu européenne qui, lorsqu'elle est en petite quantité, un peu comme la Manhattan à New York, quand elle est en petite quantité, elle ne cause pas de problème. C'est lorsqu'elle forme des grosses colonies, justement lorsque certaines switches dans sa biologie s'activent, là, elle devient très problématique, elle prend tout le terrain, elle repousse les autres espèces de fourmis indigènes et, dans le cas de la fourmi de feu européenne, elle a un dard. Et donc, elle peut piquer et c'est là, elle peut causer des problèmes chez les résidents qui les ont, justement, ces fourmis-là. Et on l'a fait des travaux l'année passée à Gatineau, justement, et on a quelques spécimens dans la collection. Est-ce qu'on peut les voir pendant que vous nous parlez des travaux que vous avez faits à Gatineau et de l'étude, des conclusions de l'étude que vous avez fait là-bas? Oui, regardez ici. Elle est parmi les autres membres de son genre, Myrmica. Particulièrement petite, là. Elle fait quoi? 2-3 mm de long. Et les reines sont particulières parce qu'ils ont des colonies qui peuvent avoir plusieurs reines. On dit polygynes. Et ça leur donne un avantage concurrentiel vraiment phénoménal par rapport aux autres espèces, justement. Et elle va faire du bourgeonnement de colonies. Donc, elle n'a pas besoin de faire des essaimages ailés nécessairement, comme les autres espèces de fourmis. On les voit lorsque les futures reines et les futurs mâles vont être prêts à l'accouplement et vont s'envoler dans les airs, s'accoupler dans les airs et former d'autres colonies. Mais elle fait des tunnels souterrains qui lient avec d'autres colonies, une espèce de confédération de colonies qui sont tous liés génétiquement. Et là, ça fait une colonie immense qui peut faire parfois plusieurs centaines de mètres de diamètre. Je vais vous laisser ranger votre tiroir de fourmis, ils sont très belles. Je vous demanderai de montrer le chemin vers le laboratoire maintenant, s'il vous plaît. On se retrouve devant d'autres types d'équipements qui vous permettent d'étudier les insectes. Puis je veux continuer à parler d'exemples d'insectes qui se sont adaptés à la ville, parce que la ville est un nouvel environnement. C'est un nouvel environnement qui est plein de promesses pour les insectes. C'est si on veut, une espèce de rêve américain pour les autres espèces d'insectes et d'espèces animales qui viennent justement souvent d'Europe et d'Asie, qui viennent coloniser le continent américain. C'est le cas d'ailleurs de l'abeille cotonnière de Florentine, qui a commencé son invasion à Montréal et qui maintenant prend de l'expansion. On parle de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres par année. Et fait particulier aussi, elle est territoriale, donc elle repousse parfois les autres espèces d'abeilles. Et les gens peuvent l'observer facilement à Montréal, à Québec et à Ottawa. Et vous en avez des abeilles cotonnières, c'est ça que vous avez dans les mains? Exactement. Ceux-là, ils ont été récoltés à Montréal et on voit bien la différence. Les mâles sont plus gros que les femelles, pratiquement 2 fois plus gros, pour justement défendre leur patch de fleurs qui vont défendre des papillons, des bourdons, des insectes qui sont beaucoup plus gros que l'abeille ici. C'est assez impressionnant. Et habituellement, chez les abeilles, ce sont les femelles qui sont plus grosses. Exactement. Ils sont plus grosses parce qu'ils vont détenir les œufs, mais l'évolution a offert à ces mâles-là, parce qu'ils sont territoriaux, ils doivent se combattre, ils sont plus gros que les femelles. C'est assez spécial par rapport à d'autres espèces. Et nous, on les reconnaît comment pour savoir si c'est vraiment une abeille cotonnière qu'on voit dans les fleurs? Alors l'abeille cotonnière ressemble un peu à une guêpe, mais on peut la reconnaître si on est à Montréal, Québec ou Ottawa, et vous regardez un amoncellement de fleurs, et si vous voyez une espèce de guêpe ou abeille qui fait du vol stationnaire et qui fait des mouvements très rapides, c'est probablement une abeille cotonnière. On va parler de moustiques, parce que dans les histoires d'adaptation urbaine, il y en a une qui se passe à Londres, dans le métro, et c'est fort intéressant. En fait, ça date de très longtemps. On parle de l'après-guerre. Les gens avaient l'habitude justement de se protéger des bombardements dans les métros de Londres. Et s'est développé là justement une nouvelle sous-espèce. Maintenant, on a su une sous-espèce de moustique qui s'est avérée être très différente de l'espèce qui était originellement identifiée. Et donc, elle a développé carrément un nouveau comportement pour pouvoir se reproduire et avoir des larves, parce que les moustiques, les larves sont aquatiques et donc ils grandissent dans les flaques d'eau qui se retrouvent dans le métro de Londres. Il faut le faire quand même, donc totalement dans une espèce d'habitat caverneux. Et ils émergent et ils viennent piquer justement les usagers du métro de Londres. Alors, la ville, on le comprend, un environnement qui offre plein de possibilités, sous terre ou, vous l'avez mentionné, avec les hautes structures que sont les appartements. Et parfois, c'est le comportement des humains qui occasionne un changement du côté des insectes. Parlons de compost. Oui, je pense que tout le monde a un peu eu l'expérience justement des panoplies de larves de mouches qu'on trouve autour de nos composts. Et ce qui est particulier, c'est que depuis quelques années, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je pense, on retrouve une espèce de mouche à compost, justement, qui était avant
assez rare en ville et qui maintenant a commencé à coloniser ce nouvel habitat-là. Normalement, elle va coloniser des amoncellements de fruits qu'on peut trouver dans la nature, des pommes, etc. Et maintenant, elle a adapté son comportement pour pondre sur les pourtours des composts et coloniser les ressources qu'on y met dedans. Parce que c'est ça, un peu, ce qui est spécial avec l'habitat urbain, c'est qu'il c'est rempli de ressources pour un cortilège d'animaux et beaucoup quand même pour les insectes. Est-ce que ces invasions-là, ces changements-là se font toujours rapidement ou est-ce que parfois ça peut prendre beaucoup plus de temps? Ça, c'est intéressant. Parfois, ça peut être très rapide, hein, comme ça a été le cas de la Manhattan, qui a pris seulement quelques années pour adapter son comportement. Et d'autre part, ça peut prendre des dizaines d'années. Et là, je vais donner un exemple que tout le monde connaît, la fameuse coccinelle asiatique, qui a été introduite au début, je pense, c'est 1908, mais qui a pris plus de 70 ans avant de s'acclimater. Et c'est seulement en 1980-88 qu'elle a commencé à créer des populations qui sont devenues invasives, parce que justement, elle s'est acclimater. Donc, parfois, ça peut prendre du temps, mais parfois, ça peut être très rapide. C'est vraiment surprenant. D'où l'importance de surveiller. Comment est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Ça prend des pièges, ça prend d'autres expériences, donc des pièges malaises, des pièges bols qu'on met en ville. Donc, à travers certains projets, parfois, on détecte des nouvelles espèces introduites et c'est là qu'on peut on peut en publier, on peut les surveiller même. C'est ce qu'on fait avec l'abeille cotonnière. Il y a plein d'espèces exotiques potentiellement invasives qui se retrouvent aussi bien à Montréal, à Toronto, au pays, qui ne sont pas encore devenues invasives. Il faut les surveiller parce que, justement, peut-être, il y a quelque chose qui va s'activer dans leur génétique qui vont les rendre invasives et prendre le dessus justement sur les autres concurrents de l'écosystème. Étienne Normandin, merci beaucoup. C'est fou ce qu'on apprend à partir d'une toute petite fourmi qui vient de New York. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir, je vous en prie. Étienne Normandin, je le rappelle, est responsable de la collection entomologique à l'Institut de recherche de l'Université de Montréal, au Jardin botanique de Montréal, où je suis venue leur rejoindre. Ici Radio-Canada Première. Du cœur aux idées. Renaud Maniguera-Gagné, on vous retrouve cette année. Bonjour. Bonjour, Sophie André. Mais vous allez porter un tout nouveau chapeau. Oui. Alors, au lieu de passer votre semaine le nez dans les archives pour vos fameuses capsules historiques, vous allez passer la semaine à naviguer pour nous dans ce qui se publie, ce qui se dit, les textes, les idées, les controverses qui circulent dans la communauté scientifique. Quitte le passé pour le présent. Bien, tout à fait. Beau voyage dans le temps pour vous. Ça commence avec les enjeux autour de la construction au Brésil d'un nouveau laboratoire de niveau de confinement 4. Oui, c'est un des rares laboratoires dans le monde qui va pouvoir étudier des agents pathogènes parmi les plus dangereux pour l'être humain. Et c'est le premier du genre en Amérique du Sud. Donc, c'est la journaliste Meggy Rodriguez qui nous en parle de ce laboratoire qui s'appelle Orion dans la section nouvelle de la revue Nature. Donc, c'est un laboratoire qui va être situé à 100 km de Sao Paulo, qui devrait entrer en opération en 2028. Bon, on va rappeler que dans le monde de la recherche biologique, il existe 4 niveaux de sécurité qui vont de P1, qui contient des virus, des bactéries inoffensifs, jusqu'à P4, qui contient des agents pathogènes mortels, souvent incurables et qui sont transmissibles par l'air. Donc, on parle des pires agents, les fièvres hémorragiques, Ebola et même exceptionnellement les derniers échantillons de variole. Rien qu'on veut voir circuler. Non, pas du tout. Donc, c'est des laboratoires, on comprend, avec tout ça à très haute sécurité, avec des environnements de travail extrêmement réglementés. Il y en existe 51 à travers le monde en ce moment. Le Canada en a un à Winnipeg, qui va d'ailleurs bientôt être rejoint par un second à l'Université de la Saskatchewan d'ici un an. Mais étonnamment, il n'y en a aucun en ce moment en Amérique du Sud qui est pourtant considéré comme un point chaud pour le risque lié à l'émergence des maladies inconnues à cause de sa proximité entre les activités humaines et la jungle amazonienne. Donc, selon l'article, avoir un centre capable d'agir en tant que premier répondant dans cette région du monde s'il y a des cas suspects qui se mettraient à apparaître, ce serait crucial. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un centre comme ça qui apparaisse. Encore faut-il que ça se fasse en toute sécurité parce que ça, c'est la question. Quand on parle d'étudier des nouvelles maladies émergentes potentiellement hautement pathogènes, on veut que ça soit en toute sécurité. Oui, ça, c'est l'autre élément important de l'article. Et il reste d'ailleurs plusieurs interrogations là-dessus pour ce laboratoire. D'abord, malgré le lancement de la construction qui est déjà en cours, le Brésil n'a pas encore de cadre réglementaire pour superviser les expériences et ni de mesures de sécurité qui se rapportent à ce genre d'installation. Donc, il va falloir qu'ils mettent ça en place vite. Ensuite, on ne sait pas quel financement le laboratoire va avoir pour ses coûts d'opération et d'entretien. Sa construction, c'est réglé, mais pour ce qui est de ses coûts d'opération, c'est autre chose. Aux États-Unis, par exemple,
exemple, la Nature, l'article rapporte encore qu'il y a certains laboratoires P4 qui peuvent coûter jusqu'à 12 millions de dollars américains par année, simplement pour être fonctionnel et sécuritaire. Donc, on ne parle même pas d'expérience ici. Et la dernière chose qu'on veut avec ce type de laboratoire, c'est qu'il y a un accident, un microbe s'en échappe ou quelque chose du genre. Donc, en fouillant un peu, j'ai vu d'autres articles sur cet aspect, notamment un dans Science qui est paru en mars 2023, où on a rapporté que, d'ailleurs, le nombre de laboratoires P4 augmente de façon exponentielle depuis 20 ans. Et avec ça, ça vient des craintes d'accidents. Plus de laboratoires, plus d'accidents. C'est ça, oui, effectivement. C'est un risque qui augmente. Donc, en 2000, par exemple, il y en avait une dizaine. Maintenant, on est rendu à 51. On sait qu'il y en a 18 autres qui sont en construction. Bon, on comprend la nécessité d'étudier rapidement les pathogènes dangereux dans un monde post-pandémie, mais il faut quand même que la réglementation suive. Et en ce moment, le seul pays qui a une législation exigeant l'encadrement de toutes les expériences dans ces laboratoires P4, c'est le Canada. Ah, tiens, on est en avance. Bon point pour nous. Il y a un autre article, Renaud, qui vous a intéressé. Ça aborde les conséquences difficiles d'être un ou une lanceuse d'alerte quand on travaille en sciences. Oui, c'est un article qui brosse un portrait du parcours de l'hématologue canadienne Nancy Olivieri. Donc, il y a 30 ans, cette jeune médecin, elle a tout risqué pour faire ce qu'elle croyait être nécessaire pour protéger ses patients et elle en a payé le fort prix. Elle a perdu des collègues, elle a perdu des emplois, elle a fait face à une multitude de poursuites, tout ça parce que, dans ses mots, elle a fait remarquer une complication en lien avec le médicament qu'elle devait tester. C'est un nom qu'on connaît, mais un petit rappel, Nancy Olivieri, c'est qui? Oui, en 1989, la docteure Olivieri, elle est responsable du programme de drépanocytose à l'hôpital Sick Kids de la ville de Toronto et elle s'engage dans un essai clinique pour un médicament qu'on appelle la défériprone, qui est capable de capter l'excès de fer qui s'accumule dans le sang des malades. Donc, c'est un médicament qui est développé par la pharmaceutique canadienne Apotex, qui parraine l'étude. Et en 1996, Olivieri remarque qu'il y a une hausse anormale de fer dans le foie de certains de ses patients. Donc, elle prévient Apotex, qui lui répond qu'elle a signé une entente de confidentialité et qu'elle peut parler de ce résultat-là à personne. Et là, la discussion continue, elle les relance jusqu'à ce qu'au final, Apotex mette fin à la collaboration avec Nancy Olivieri et décide de faire ses travaux ailleurs. On peut écouter son témoignage à ce sujet à l'émission 60 Minutes en 1999. The company was very much against, I think it's fair to say, informing the patients because they said that would unnecessarily alarm patients. They said, we do not agree with your interpretation of the data. Ouais, donc, on l'entend dire que la compagnie était contre qu'elle informe ses patients de ces données-là pour ne pas les alarmer et on lui a simplement répondu qu'ils n'étaient pas en accord avec son interprétation des données. Donc, elle, avec son idée de protéger les patients, elle décide de publier ses résultats quand même dans le New England Journal of Medicine en 1998, où elle annonce que ce médicament-là comporte un risque de développer une fibrose du foie. Et là, c'est à ce moment que tout tourne mal pour elle. Donc, elle raconte qu'elle reçoit une pluie de contestations légales de la part d'Apotex. L'hôpital Sick Kids lui retire son poste. Elle reçoit des menaces de plusieurs de ses ex-collègues se mettent à répandre des pires faussetés à son sujet. Il va vraiment falloir plusieurs années pour que cette tempête-là se calme. Et là, on fait une sorte de bilan et en rétrospective, on remarque que sa carrière, elle a été fortement hypothéquée par son geste. Oui, c'est vraiment ce qui ressort de l'article. Durant 2 décennies, la docteure Olivieri s'est retrouvée au banc de la communauté scientifique après être devenue cette lanceuse d'alerte. Pour elle, en fait, ce parcours-là, ça n'avait rien d'héroïque. Elle s'est retrouvée surtout avec un immense sentiment de perte de confiance et d'isolement. L'an dernier, elle a remporté le prix John Maddox pour son geste qui récompense les chercheurs qui défendent la science, qui parviennent à des changements, même dans un contexte d'hostilité. Mais cette reconnaissance-là vient quand même 30 ans après les faits. Donc, entre-temps, ça ne s'est pas passé très bien pour elle. La docteure Olivieri, elle est d'ailleurs citée à la fin du texte en faisant une mise en garde aux jeunes chercheurs contre les accords des partenaires avec des partenaires commerciaux et que s'ils font le choix de s'exprimer dans ces contextes-là, s'il y a des problèmes qui surviennent durant leurs études, elle leur dit surtout de s'assurer de ne pas le faire seul parce que là, ils peuvent pas s'attendre à ce qu'on les félicite pour le geste. Malheureusement, son expérience devrait servir à la suite des choses et aux autres chercheurs. C'est dans un texte donc paru dans Nature par la journaliste Sarah Reardon. On va terminer la tournée de ce que vous avez lu avec un article dans Science. On suggère là carrément de mettre aux poubelles le fameux test de Turing quand on parle d'intelligence
l'intelligence artificielle. Fini le test de Turing. Donc, c'est un texte de Melanie Mitchell, qui, elle, n'est pas journaliste. Cette fois, elle est professeure en complexité à l'Institut Santa Fe en Californie. Je ne savais même pas que c'était un poste. Moi non plus. Et donc, elle considère que le test de Turing, mais elle est complètement dépassée. Pas parce que l'intelligence artificielle l'a battu, mais à cause de notre perspective changeante sur ce qu'est l'intelligence. Donc, on rappelle que ce test-là, en fait, c'est un exercice de pensée qui a été présenté par le mathématicien britannique Alan Turing. Donc, en octobre 1950, lui publie un article fondateur dans le domaine de l'intelligence artificielle dans lequel il propose un test pour évaluer l'intelligence d'une machine hypothétique qu'il surnomme le jeu de l'imitation. Donc, en gros, une personne discute à l'aveugle avec deux intervenants cachés. Le premier, c'est un autre humain, le second, c'est une machine. Et si la personne est incapable de reconnaître qui est la machine durant la conversation, on peut conclure que cette machine, elle est intelligente. Donc, dès les années 60 et encore aujourd'hui même, il y a de nombreux centres de recherche qui utilisent le test pour montrer que leur algorithme, il est meilleur que celui de leurs compétiteurs. Et tout ça est ensuite repris par plusieurs médias. Au point où maintenant, dans la culture, ce test-là est vraiment dans la culture populaire et on a un peu perdu son sens initial. Et puis, de toute façon, quand on voit les prouesses actuellement des robots conversationnels, on pourrait se dire que le fameux test de Turing, il a été réussi par les machines depuis très longtemps. Oui, mais l'autrice souligne que, en fait, l'article de Turing reste un exercice de pensée qui est plus philosophique que pratique. En fait, il n'a jamais été conçu pour réellement évaluer l'intelligence d'une machine. Donc, la communauté de l'intelligence artificielle, en fait, elle s'entend pour dire que le test reste flou. Donc, combien de temps il faut qu'on fasse ce test-là? Combien de questions il faut poser? Qui va poser ces questions-là? Et en plus, elle rappelle que les robots conversationnels, c'est des spécialistes du langage. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est porté à associer le langage à l'intelligence, mais c'est une fausse impression. Il y a même des études dans le cerveau qui ont montré que des régions responsables du langage et celles responsables du raisonnement et de la pensée, c'est deux choses totalement distinctes. Donc, est-ce qu'une machine qui est programmée pour imiter le langage humain est nécessairement intelligente? Dans ce contexte-là, le test de Turing, il ne démontre pas l'intelligence de la machine, il démontre plutôt l'incompétence de l'être humain. Et donc, l'autrice conclut en disant que ce test-là devrait en fait devenir un vestige du passé dans l'évolution de notre compréhension de ce qu'est l'intelligence et qu'en fait, une vraie intelligence artificielle générale, proche de l'humain, il va falloir plus qu'une simple conversation avec elle pour la reconnaître. Ça fait partie de vos lectures de la semaine. Merci d'avoir lu tout ça pour nous, Renaud. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Et vous savez, on reste dans le monde de l'intelligence artificielle et des robots, mais on ajoute une touche de sexe pour le prochain sujet. Sur ici Radio-Canada Première, vous écoutez Les Années-Lumière, votre émission d'actualité et de culture scientifique. C'est sûr que le sujet intrigue et qu'il interpelle. Je parle du sexe avec les robots. D'ailleurs, on n'est pas la première émission. Vous en parlez cette semaine. C'était écrit dans le ciel. Mais au-delà de cette première forte impression que ça fait, de quoi est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on étudie cette nouvelle expression de la sexualité? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les relations intimes avec les entités non humaines, par exemple, nous forcent à redéfinir l'identité, l'érotisme, la sexualité? Voilà beaucoup de questions sérieuses. Je les soumets à mon invité, Simon Dubé. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vous co-organisez cette fin de semaine le 9e colloque international Amour et sexe avec les robots. Ça se déroule à l'UQAM où vous êtes professeur affilié au département de sexologie. Ça fait 9 fois qu'il y a des chercheurs comme vous et des chercheuses qui se réunissent pour échanger au sujet de l'amour avec les robots. C'est donc quelque chose de sérieux là. C'est pas une lubie de science-fiction. Absolument. En fait, là, c'est la 9e édition et c'est une communauté de recherche croissante avec les avènements des nouvelles technologies et surtout en intelligence artificielle. C'est un sujet qui amène de plus en plus d'intérêt à la fois du public, mais aussi de la communauté scientifique. Mais en même temps, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Le sexe avec les robots, est-ce que c'est littéralement ce qu'on imagine? Je dirais que c'est beaucoup plus large, en fait, que ce qu'on imagine. Je pense que quand on parle de sexe avec les robots, le monde pense tout de suite à peut-être Ex Machina ou à des robots hyper sophistiqués avec lesquels il serait possible actuellement d'avoir des relations sexuelles. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un champ de recherche transdisciplinaire qui étudie nos relations avec les agents artificiels de manière générale. À l'heure actuelle, les robots ne sont pas particulièrement sophistiqués. On parle plutôt de poupées
avec une tête robotisée, mais les avancées qu'on a vues dans les dernières années en intelligence artificielle permettent des relations, puis des conversations, des formes d'interaction beaucoup plus complexes. Des agents, par exemple, conversationnels, des chatbots tels que Replica, Nomi, et ainsi de suite. Ça existe déjà. Ça existe déjà, et le monde n'a pas simplement de la sexualité au point de vue, disons, génital avec ces agents-là. Ils ont toute une forme d'érotisme, d'intimité, d'amitié, de complexité émotionnelle qu'ils développent avec des partenaires comme des poupées qui ne peuvent pas nécessairement réagir, mais qui, disons, la relation est quand même créée de manière unidirectionnelle et créative, et des agents virtuels avec lesquels qui peuvent avoir des conversations maintenant de plus en plus complexes, évidemment par texte, mais aussi à travers des interactions de plus en plus vocales et éventuellement audiovisuelles. Et de plus en plus personnalisées. On parle d'intelligence artificielle. Alors, il n'y a rien de mieux qu'un partenaire qui n'a que nous comme interlocuteurs et qui apprend de nos réponses et qui formule ses réponses spécifiquement pour nous. Il y a quelque chose de presque tentant de ce côté-là. Ben oui, absolument. C'est un peu le partenaire de nos rêves qui retient toute l'information sur nous, qui nous écoute constamment. Mais en même temps, j'ajouterais un point, c'est que c'est sûr qu'il est personnalisé et qu'il apprend de nous et que ça fait de lui, en fait, un partenaire qui peut être très avantageux. Mais en fait, aussi, ces agents-là apprennent aussi de leur interaction avec beaucoup de personnes. D'autres. Et ils ont accès aussi à des quantités d'informations extraordinaires à travers leur connexion, par exemple, à Internet. Donc, en plus d'être des partenaires qui sont à votre écoute, ce sont des partenaires aussi qui ont le potentiel d'être une source de savoir et d'informations extraordinaires, ce qui a aussi beaucoup d'avantages. Mais est-ce que justement, Simon Dubé, a un réel potentiel? Est-ce que les humains veulent réellement aller là? Il y a déjà des entités non humaines avec lesquelles on peut être en relation sexuelle, amoureuse ou amicale, mais est-ce qu'il y a plus de potentiel que ça? Vous l'avez étudié dans vos travaux. Oui, absolument. En fait, on voit tout de suite, à mesure que la technologie se développe, puis qu'on en parle aussi d'un point de vue médiatique, ça devient un petit peu normalisé, en fait, cette discussion-là, de plus en plus, d'avoir des relations pas juste avec des êtres humains, mais avec et à travers la technologie. Les gens commencent à aussi être plus à l'aise à dire, ben, ouais, je pourrais l'essayer. Nos études puis plusieurs données suggèrent que peut-être entre 20 et 40 de la population serait prêt à essayer un robot sexuel ou un partenaire artificiel. Maintenant, est-ce qu'ils l'adopteraient de manière régulière? Là, c'est des pourcentages beaucoup plus faibles, 10 à 15 Mais avec l'avènement des sex toys, avec les développements qu'on voit dans les grands modèles de langage, la production d'images, la production de vidéos, de plus en plus, le monde s'habitue à avoir une partie de leur sexualité, ou les applications de rencontres aussi. Ça fait peut-être un peu partie du paysage. C'est ça. On s'habitue un petit peu de plus en plus à avoir une partie technologique dans notre érotisme qui amène les gens, moi, je pense, de plus en plus à se dire ben oui, pourquoi pas, je pourrais l'essayer. Fait que oui, il y a déjà une partie de la population qui adopte ces technologies-là, mais il y a aussi, je pense, une grande partie de la population en général qui ne sont pas nécessairement dans ces communautés-là, qui s'identifient comme technosexuels ou robosexuels ou idolater, qui seraient prêts du moins à tâter un peu le pouls puis voir... Littéralement, quand on parle des robots et des poupées. Exact. Mais là où il y a un intérêt, un certain intérêt, si pas un intérêt certain, il y a un marché. Ouais. Et je pense que la réflexion avec vos co-chercheurs, co-chercheuses un peu partout intéressés comme vous à ces relations avec des entités non humaines, cette érobotique, puisqu'on parle d'érotisme aussi, c'est qu'il y a des questions qui se posent à peu près les mêmes qui se posent que dans le monde de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on laisse ça aller ou est-ce qu'il faut déjà penser à des balises? Absolument. En fait, c'est pas ce qu'il faut penser à des balises. On pense à des balises actuellement parce qu'évidemment, on discute beaucoup des risques puis des bénéfices. Nous, nos travaux aussi servent à trouver des solutions aux problèmes et à essayer de favoriser le bien-être des gens. Donc, quand on parle de problèmes, les problèmes les plus communs qui ressurgissent, tout ce qui est en lien avec l'isolation sociale, tout ce qui est en lien avec les comportements compulsifs, voilà, l'utilisation si on n'a plus besoin d'avoir de relations avec des vrais humains, on perd la main, on perd la capacité de le faire. Exactement. Comment ça influence nos relations interhumaines? Est-ce que ça va renforcer des dynamiques de pouvoir ou des dynamiques patriarcales problématiques, toxiques? Fait que ça, c'est toutes des questions légitimes. Il y a aussi toutes les questions en lien avec la vie privée, la confidentialité de l'image, la manipulation de l'image qu'on a vu dans les dernières années, qui est un enjeu majeur. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que plusieurs de ces problèmes-là sont identifiés déjà depuis longtemps. Maintenant, est-ce qu'on a fait les choses nécessaires entre-temps pour adresser ces questions-là? Non. Mais dans les dernières années, à cause des événements technologiques, y compris en intelligence artificielle, qui ont émergé dans les dernières années,
Là, finalement, c'est réel. Le monde, c'est tangible. C'est en train de se passer. Donc, les gouvernements, les compagnies, la communauté scientifique se mobilisent pour essayer de trouver des solutions à ça. Puis ça, c'est très encourageant parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas quelque chose qu'on est en train de laisser aller puis qu'on va subir. C'est quelque chose qu'on développe et sur lequel on peut intervenir. Et grâce à ça aussi, on va pouvoir se tourner aussi vers comment on favorise les bénéfices de cette technologie-là. Les bénéfices qu'on discute le plus souvent, c'est ceux en lien avec l'éducation, avec la recherche, avec la santé et avec, évidemment, le plaisir. Là, j'aurais besoin d'un exemple pour comprendre, par exemple, en quoi ça peut être bénéfique pour la santé. Bien, par exemple, en fait, on a beaucoup de personnes, des fois, qui n'ont pas accès à des partenaires ou qui ont peut-être des problématiques en lien avec leur corps ou ont des difficultés sexuelles, des dysfonctions sexuelles. Les robots sexuels peuvent servir à en discuter, à en parler, à fournir des recommandations de ressources. Ils peuvent servir aussi à reprendre un contrôle sur son corps. Donc, en laboratoire, par exemple, on développe actuellement des protocoles d'évaluation puis de traitement en réalité virtuelle, où on utilise la réalité virtuelle et les agents pour évaluer et traiter, par exemple, l'aversion sexuelle ou les dysfonctions érectiles. On utilise la réalité virtuelle, par exemple, pour évaluer la réponse aversive sexuelle de certaines personnes. Donc, il y a des personnes qui ont des phobies, des peurs, des craintes en lien avec la sexualité. Puis la réalité virtuelle puis les partenaires artificiels peuvent servir à exposer progressivement les gens à des stimuli de plus en plus explicites qui les aident finalement à diminuer leurs craintes, à diminuer leurs réponses, puis évidemment à reprendre un contrôle sur leur érotisme. Il y a des dérapages aussi. Si on veut du côté de certaines pathologies, certaines déviances, ça peut aussi les faciliter. Bien, c'est sûr qu'il y a avec tous les phénomènes qui sont en lien avec la technologie ou d'autres formes de notre sexualité, l'humain développe des comportements problématiques avec toutes sortes de choses, avec la nourriture, avec leur cellulaire, avec le jeu, avec l'alcool, et évidemment avec des fois l'utilisation compulsive de certaines technologies, y compris la pornographie. Mais les données suggèrent que c'est quand même toujours une petite partie de la population. Donc, il faut voir, dans cette petite partie de la population, c'est quoi le profil de ces individus-là? Qu'est-ce qui fait que ces individus-là, entre autres, développent un comportement problématique? Donc, c'est pas juste l'impact de la technologie sur l'individu. Souvent, on met la faute sur la technologie, puis il y a une partie de ça parfois, mais souvent, on se rend compte que c'est des facteurs aussi individuels puis sociétals. Difficulté d'accès à des partenaires, dépression, anxiété, qui fait que certaines personnes sont plus vulnérables à développer des comportements problématiques avec la technologie. Donc, des fois, on se concentre sur la technologie quand, en fait, oui, il faut s'y l'adresser, mais il faut aussi se concentrer sur l'individu et son environnement pour comprendre puis adresser la problématique. Vous êtes chercheur aussi au Kinsey Institute. Kinsey, c'est un nom qu'on connaît bien en sexologie, bien sûr, mais dans la société en général, parce que la révolution sexuelle, les premières recherches en matière de sexualité humaine, on les doit au Kinsey, justement. Absolument. Est-ce que, justement, avec les robots, on assiste à une nouvelle révolution sexuelle? Absolument. Moi, je la caractérise, et mes collègues, on la caractérise d'une révolution techno-érotique, une transformation qui est accélérée par la technologie des possibilités de notre intimité et de notre sexualité dans son expression. Et oui, Alfred Kinsey a été un pionnier de la recherche en sexualité qui a conduit parmi les premières grandes études sur la réponse puis le comportement sexuel chez l'homme et la femme. Et ça se poursuit donc, la sexologie qui se met à l'heure des robots avec ce colloque. Simon Dubé, merci beaucoup de ces informations. Fort intéressant. Bien, merci. Simon Dubé est chercheur au Kinsey Institute, bien sûr, et professeur affilié au département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Ici Radio-Canada Première, du cœur aux idées. Courte nouvelle pour terminer cette édition des Années-Lumière. Je me tourne vers vous, Gino Harel. Il y a une première, ça s'est déroulé dans l'espace cette semaine et ça se passait très près du voisinage terrestre. À 6840 km de la Terre, pour être plus précis, la sonde européenne JUICE est venue frôler la Terre dans sa trajectoire mercredi. La veille, elle était aussi passée tout près de la Lune. C'est effectivement la première fois qu'un tel exploit de survol successif de la Lune et de la Terre était réalisé. La sonde JUICE a été lancée dans l'espace en avril 2023 et doit se rendre jusqu'à Jupiter en 2031 pour étudier 3 lunes de cette planète. Le but de l'opération cette semaine, c'était de profiter des forces gravitationnelles de la Lune et de la Terre pour aider JUICE dans son périple. La Lune a permis à la sonde d'accélérer un peu sa course, tandis que la Terre l'a fait ralentir, mais surtout, elle l'a dévié dans une trajectoire qui devrait lui permettre d'atteindre maintenant Vénus, qu'elle doit rejoindre dans un an. Pourquoi Vénus si
l'objectif, c'est Jupiter? Ben, parce que Vénus aussi va permettre de profiter de cet effet de Ah, une deuxième fronde gravitationnelle pour donner un élan à JUICE. D'ailleurs, son chemin à JUICE prévoit plusieurs étapes du genre avant Jupiter. JUICE va même repasser près de la Terre en 2026, puis en 2029, avant de finalement se diriger vers Jupiter en 2031. Pourquoi tant de détours? Ben, c'est que c'est le résultat finalement de savants calculs qui prend en considération le poids de la sonde, 6000 kg quand même, sa vitesse après avoir quitté la Terre, le carburant nécessaire et comment la sonde peut profiter justement de ses orbites et de la force gravitationnelle des astres qu'elle va croiser. Si les gens de l'Agence spatiale européenne avaient voulu l'envoyer en ligne droite de la Terre à Jupiter, par exemple, mais ça aurait pu aller plus vite, mais ça aurait pris beaucoup trop de carburant, trop de puissance. Et il aurait été d'ailleurs difficile de freiner sa course pour la mettre dans l'orbite autour de Jupiter sans la dépasser, la planète. En faisant tous ces détours autour des planètes, finalement, mais ça permet d'économiser du carburant et d'arriver à la cible ultime de JUICE juste à la bonne vitesse, même si ça prend un peu plus de temps. Ça nous permet de la voir, en tout cas pas trop loin de la Terre, de temps en temps. Avec vous, Jean-François, on va parler d'un vaccin. On savait que c'était dans les cartons. Il y a des essais cliniques qui commencent pour un premier vaccin contre le cancer du poumon. Oui, c'est parti des essais cliniques sur des humains, donc d'un vaccin qui pourrait venir à bout de la forme la plus fréquente du cancer du poumon et l'empêcher de revenir. Et ce vaccin à ARN messager, tiens, on a appris à les connaître pendant la pandémie de COVID-19. Oui, c'est ça, vaccin développé par le laboratoire BioNTech qui avait, avec Pfizer, mis au point ce fameux vaccin contre la COVID-19 qu'on a bien connu. Alors, en fait, ça fait 30 ans qu'il y a de la recherche sur des traitements ARN messagers contre le cancer. La pandémie, ça a donné un coup d'accélérateur à tout ça. Et BioNTech avait annoncé travailler à partir des mêmes technologies sur des traitements pour 10 cancers, dont certains pourraient être disponibles, c'est ce qu'on disait, avant 2030. Alors, en voici un qui progresse, le vaccin BNT 116, qui est prêt à être testé donc chez des patients dans des essais de phase 1. Ça va se faire dans 34 hôpitaux dans 7 pays du monde, auprès d'environ 130 personnes atteintes donc d'un cancer du poumon, à une variété de stades, précoces, avec avant des traitements de chimio ou de radiothérapie, et jusqu'à des cancers de stade avancé, des récidives, tout ça. Alors, les patients vont recevoir l'injection en conjonction avec de l'hormonothérapie. Et est-ce que ça fonctionne de la même façon que le vaccin ARN messager contre la COVID fonctionne? Cette fois, ce n'est pas un virus, mais c'est le même principe. On présente de l'acide ribonucléique messager au système immunitaire. C'est une sorte de manuel d'instruction, si on veut, pour nos cellules. Dans le cas du coronavirus, ça leur permettait d'assembler elles-mêmes des protéines de surface du virus qui leur permettaient de le reconnaître et de l'attaquer s'il se présentait. Dans le cas des tumeurs, il donne au système immunitaire des instructions pour reconnaître des cellules cancéreuses et les détruire, tout en laissant les autres cellules, les cellules saines de notre corps tranquilles, contrairement à la chimio ou de la radio. C'est ça la beauté de l'affaire. Alors, dans le monde de la recherche biomédicale, de l'oncologie, on voit dans tout ça la prochaine vague de développement majeur dans la lutte contre le cancer. Et si cet essai-là est un succès, on devrait pouvoir progresser rapidement des essais cliniques, passer à des essais cliniques plus vastes, à des traitements disponibles. On peut l'espérer, avant 2030, en effet. Et vous allez continuer de nous informer comme ça va progresser. Merci Jean-François, merci à toute l'équipe qui a permis la production de cette édition des Années-Lumière. À la technique aujourd'hui, Jean Lemieux. À la réalisation, Sébastien Landry. Damien Grapton était à la recherche aussi. Continuez de nous écrire, lumière@radio-canada.ca. Ici Sophie-André Blondin. À dimanche prochain.